Caleb Weston ouvrit sa porte d'entrée d'un coup de pied et tira avec son fusil dans l'obscurité. Les loups se dispersèrent. C'est là qu'il la vit, face contre terre dans la Nagouège, à 3 mètres de son poche. Une enfant de pas plus de 11 ans, avec un paquet attaché à sa poitrine qui ne bougeait pas. Il lâcha le fusil. Il courut vers elle. Il la retourna. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux étaient ouverts mais ne voyaient rien. Le paquet contre sa poitrine était un bébé, à la peau grise, silencieux. Il pressa son oreille contre la bouche du nourrisson. Rien. Puis, faible comme une bougie mourante, un souffle. Si vous regardez cette vidéo de n'importe où dans le monde, écrivez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où ira l'histoire d'Ellie. Appuyez sur le bouton s'abonner, suivez ma chaîne et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Car ce qui va se passer ensuite dans ce blizzard va tout changer. Caleb les porta tous les deux à l'intérieur. La fille ne pesait rien. Le bébé B pesait encore moins. Il les posa sur le sol près du poêle à bois. Ses mains bougeaient avant que son esprit ne suive. Il tira des couvertures du canapé. Il mit du bois dans le feu. Il attrapa la bouilloire. Les pièces de la fille étaient violets et noirs. Pas de chaussures. Une robe en coton fine comme du papier. Trempée et raidie par la glace. Qui, au nom de Dieu, laisserait une enfant marcher dans un blizzard du Montana habillée comme ça? Le bébé n'avait pas émis un son. Caleb défit le châle gelé avec des doigts tremblants. Le nourrisson était petit, trop petit pour 7 ou 8 mois. Une peau comme de la cire de bougie, des lèvres couleur de cendre. Il pressa 2 doigts sous sa mâchoire et attendit. Un pouls, faible, lent, mais là. La tête de la fille se redressa brusquement. Elle était consciente et à peine. Ses yeux se fixèrent sur lui depuis le sol, sauvage et brûlant. Oui, elle est vivante, Dieu merci. La fille essaya de s'asseoir et s'effondra. Dieu merci. Dieu merci. Ne bouge pas. Tu m'entends? Reste allongé. Ma sœur, donne-la moi. Elle a besoin de chaleur, peau contre peau. Tu connais ça. Maman m'a appris. Les dents de la fille claquaient si fort que les mots sortaient brisés. Mette-la sur ma poitrine sous la couverture. Chaleur corporelle. Caleb le fit. Il posa le bébé contre la peau nue de la fille. Il empila toutes les couvertures qu'il avait sur elle deux. La fille entoura le nourrisson de ses bras. Elle s'accrochait comme si le monde essayait de les séparer. « Comment t'appelles-tu? » demanda Caleb. « Ellie. Ellie Morgan. Elle. C'est Josie. 7 mois. Caleb Weston. Depuis combien de temps êtes-vous dehors? » « Depuis ce matin. » Son estomac se noua. « Depuis ce matin là-dedans? »« Oui, monsieur. »« D'où venez-vous? »« De chez Tante Harriet, près de Laramie. » Les mains de Caleb s'immobilisèrent sur la couverture. Laramie est à 40 miles, je sais. En décembre, avec un bébé, à pied. Je n'avais pas vraiment le choix. Ellie pressa son visage contre la tête de Josie. Elle nous a mises dehors. Caleb se leva et alla au poêle. Il avait besoin de bouger. Il avait besoin de faire quelque chose de ses mains avant que la colère dans sa poitrine ne sorte par sa bouche. Il fit chauffer du bouillon. Il le versa dans une tasse et revint. Bois doucement. Ellie prit la tasse. Sa main tremblait tellement qu'il dut la stabiliser. La première gorgée la fit halter et des larmes coulèrent sur son visage, doucement. Pas trop vite. Elle but la moitié, puis repoussa la tasse. Josie en a besoin. Toi d'abord. C'est un bébé. Elle passe en premier. Caleb regarda cet enfant donner des ordres depuis le sol, à moitié gelée, à peine consciente, et faisant toujours passer sa sœur avant elle-même. Il prit un chiffon propre. Il le trempa dans le bouillon chaud. Il lui montra comment le faire couler sur les lèvres du bébé. Pendant 10 minutes, rien. Goutte. Attendre. Goutte. Attendre. La bouche du bébé restait inerte. La respiration d'Ellie s'accéléra. « Allez, Josie! » La voix d'Ellie se brisa. « Allez! S'il te plaît! Tu dois boire. Tu dois. Goutte. Attendre. » La langue du bébé bougea. « Là! » Caleb se pencha plus près. Elle avale. « Tu vois ça? » « Je le vois. » Ellie pleurait maintenant. « Je le vois. Elle boit. » Continue, lentement et régulièrement. Ils travaillèrent en silence après cela. Goutte, avaler, goutte, avaler. Les yeux de Josie papillonnèrent. Ses poings se desserrèrent. Un son sortit de sa gorge, faint et rauque. Pas un cri, mais pas le silence. Ellie s'affaissa contre le sol et sanglota.
Aucun son, juste son corps qui tremblait. Des larmes coulaient sur ses tempes jusque dans ses cheveux. Elle pleurait comme les gens pleurent quand ils ont appris que le bruit attire la punition au lieu du réconfort. Caleb la laissa tranquille. Il alimenta le poêle. Il fit chauffer plus de bouillon. Il trouva une paire de chaussettes en laine dans la malle près de la porte. Les chaussettes de Ruth. Il n'avait pas ouvert cette malle depuis 2 ans. Sa main hésita au-dessus du couvercle pendant 3 battements de cœur avant de l'ouvrir. L'odeur le frappa en premier. Lavande. Ruth avait l'habitude de glisser des sachets de lavande avec ses lainages. L'odeur traversa 2 ans d'insensibilité soigneuse. Et pendant 1 seconde, il fut de retour dans leur chambre à la regarder plier le linge. Elle fredonnait quelque chose, ses cheveux tombant sur son visage. Il attrapa les chaussettes et referma la malle brutalement. « Tiens. » Il s'agenouilla près d'Ellie. « Ça aidera tes pieds. À qui sont-elles? Ça n'a pas d'importance, mais c'est Ellie. » Ellie s'assit suffisamment pour enfiler les chaussettes sur ses pieds détruits. Elle grimaça, mais ne fit pas un bruit. Caleb vit les ampoules éclatées et saignantes. La peau entre ses orteils était craquelée et à vif. 40 miles pieds nus dans la neige. « Pourquoi ta tante ne t'a-t-elle pas donné de chaussures? » demanda-t-il. Il garda sa voix égale, à peine. « Elle a dit que je ne méritais pas celle qu'elle m'avait achetée. Elle a dit que j'étais ingrate. » Ellie remonta les chaussettes avec précaution. Elle a dit que les enfants ingrats marchent pieds nus. C'est dans la Bible quelque part. Ce n'est dans aucune Bible que j'ai jamais lue. Je ne pense pas que tante Harriet lise beaucoup la Bible. Elle l'utilise juste quand elle veut vous frapper avec quelque chose qui sonne sain. Caleb faillit rire. Il l'aurait fait si la situation n'était pas si laide. « Tu as faim? »« Oui, monsieur. Mais Josie d'abord. Josie boit du bouillon. Elle va bien. Maintenant, c'est ton tour. » Il alla au garde-manger. Il revint avec du pain et de la venaison séchée. Il le posa devant elle. « Mange doucement. Ton estomac est vide depuis trop longtemps. Si tu te précipites, tu seras malade. » Ellie mangea avec le désespoir contrôlé de quelqu'un qui avait appris à manger vite avant qu'on ne lui enlève la nourriture. Même en essayant d'aller doucement, elle dévora le pain en quelques minutes. Caleb en apporta plus sans faire de commentaire. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé? » demanda-t-il. « Avant-hier, tante Harriet m'a donné un morceau de pain quand elle nous a mis dehors. Il a gelé solide à la tombée de la nuit. Un morceau de pain pour 40 miles et un bocal d'eau qui a gelé aussi. » Les poings de Caleb se serrèrent sous la table. « Qu'est-ce qu'elle t'a donné d'autre? » Un morceau de papier avec le nom d'une mission à Douglas. Elle a dit qu'il prenait les orphelins. Elle a dit de marcher vers le nord. Douglas est à 60 miles de Laramie. Je le sais maintenant. Je ne le savais pas alors. Je ne suis pas bonne avec les distances. Ellie essuya des miettes de sa bouche. Je me suis perdu dans la tempête. Je pensais aller vers le nord, mais j'ai dû aller vers l'ouest. La neige fait que tout se ressemble. Tu as frappé aux portes. Tous ceux que j'ai passés. 4 fermes, peut-être 5. Sa voix devint plate. La première, personne n'a répondu. La deuxième, un homme a regardé par la fenêtre et a fermé le rideau. La troisième, une femme a ouvert la porte, a vu Josie, a dit « Je ne peux pas être impliquée » et elle a fermé. « Quelle ferme? Je ne connais pas les noms. L'une avait une grange rouge à environ 10 miles au sud. Les Henderson. » Caleb nota cela dans sa tête. Après la troisième porte, j'ai arrêté de frapper pendant un moment. J'ai juste marché. Josie a arrêté de pleurer vers midi aujourd'hui. La main d'Ellie trouva sa sœur à travers la couverture. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Maman disait toujours qu'un bébé calme est un bébé malade. Ta maman était intelligente. Elle était intelligente pour beaucoup de choses. Pas à propos de tante Harriet, cependant. Ellie ajusta la couverture autour de Josie. Maman m'a fait promettre avant de mourir. Elle a dit prendre soin de ta sœur. Elle a dit que Harriet aiderait. Elle a dit que la famille aide la famille. Qu'est-il arrivé à ta maman? Elle est morte en ayant Josie. Elle a trop saigné. La sage-femme n'a pas pu l'arrêter. Ellie le dit comme on dit que le ciel est bleu. Un fait si grand qu'il avait dépassé le sentiment. Elle a tenu Josie une fois, a dit son nom, puis elle est partie. Et ton papa? Mort 6 mois avant ça. Un effondrement à la mine d'argent. Ellie croisa son regard. Donc c'était juste moi et Josie et tante Harriet. Et tante Harriet a fait comprendre très clairement et très vite que nous étions un problème dont elle ne voulait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je cuisinais chaque repas. Je nettoyais chaque pièce. Je lavais chaque vêtement.
Je m'occupais de Josie jour et nuit, et elle me traitait encore de paresseuse. Elle disait encore que je ne méritais pas mon entretien. Elle disait encore que nous la ruinions en nourriture. La mâchoire d'Ellie se serra. J'avais 10 ans. Josie était un nouveau-né. Nous ne mangions pas tant que ça. Caleb lui versa plus de bouillon. Ses mains étaient instables, mais quelque chose derrière ses côtes tremblait. Alors pourquoi elle vous a mise dehors? La vraie raison. Ellie resta silencieuse un moment. Josie remua contre sa poitrine, faisant de petits bruits. Elle se réchauffait. Monsieur Peyton, dit Ellie finalement. George Peyton. Il possède le magasin général à Laramie. Il a commencé à venir dîner le dimanche. Tante Harriet mettait sa belle robe. Elle me faisait cuisiner quelque chose de sophistiqué. Elle était toute douceur et sourire. Une personne complètement différente. Ellie remonta la couverture autour de Josie. Mais elle me disait de garder Josie silencieuse pendant ses visites. Elle disait qu'un bébé qui pleure le ferait fuir. Elle disait qu'aucun homme ne veut d'une femme qui vienne avec des bagages. Alors, j'emmenais Josie dehors, même quand il faisait froid. Je la promenais jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je m'asseyais dans la grange jusqu'à ce que M. Peyton parte. Combien de temps? Des heures parfois. Une nuit, Josie avait de la fièvre. Elle criait, et je ne pouvais pas l'arrêter. M. Peyton était à l'intérieur et il avait l'air agacé. Tante Harriet est venue à la porte arrière. Elle m'a dit d'emmener Josie à la grange et de ne pas revenir tant qu'il ne serait pas parti. La tasse de café de Caleb craqua dans sa poigne. Faisait-il froid? Assez froid pour que je voie mon souffle dans la grange. J'ai enveloppé Josie dans toutes les couvertures de cheval que j'ai pu trouver. Je l'ai tenue toute la nuit. La fièvre est tombée au matin, mais tante Harriet était furieuse. Elle a dit que je l'avais embarrassée. Elle a dit que M. Peyton lui avait dit qu'il n'épouserait pas une femme encombrée des orphelins de quelqu'un d'autre. Ellie regarda Caleb droit dans les yeux. 2 jours plus tard, elle m'a tendu un morceau de pain. Elle m'a dit de commencer à marcher. À cause d'un homme qui ne voulait pas d'enfants autour. Caleb posa la tasse avec précaution. S'il la serrait plus fort, elle éclaterait. Elle a mis 2 enfants dans un blizzard pour garder un prétendant heureux. Elle a dit que nous ruinions sa dernière chance. Elle a dit qu'elle nous avait donné plus que ce que nous méritions. Elle a dit que si je revenais, elle me ferait arrêter pour violation de propriété. La voix d'Ellie ne trembla pas. Elle avait déjà tout pleuré pendant cette marche de 40 miles. Elle a dit que nous ne manquerions à personne. Le feu crépita. Le vent claquait contre les fenêtres. Quelque part dans la grange, un cheval piétinait nerveusement. Elle avait tort à ce sujet, dit Caleb doucement. Ellie le regarda. Vous ne nous connaissez même pas. Pas besoin. Je sais ce que j'ai sorti de la neige ce soir. Une fille qui a marché 40 miles à travers une tempête mortelle pour sauver sa petite sœur. Une fille qui a donné sa dernière eau à un nourrisson avant de boire elle-même. Une fille qui a frappé à toutes les portes qu'elle a trouvées et s'est fait rejeter et a continué. Il croisa son regard. « Je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que tu vaux quelque chose, Ellie Morgan. N'importe quel idiot pourrait voir ça. » Le menton d'Ellie trembla. Elle le mordit fort. « Nous ne serons pas un problème. Arrête de dire ça. Mais nous ne le serons pas. Je promets. Je peux cuisiner et nettoyer et je m'occuperai de Josie moi-même. Vous ne saurez même pas que nous sommes là. Je veux savoir que vous êtes là. » Les mots sortirent d'avant que Caleb ne puisse les arrêter. Ils le surprirent. Il s'éclaircit la gorge. Il y a une chambre à l'étage. 2e porte à gauche. Les lits sont propres. C'est la chambre de qui? C'était de la salle de couture de ma femme. Votre femme? Elle est décédée il y a 2 ans. Ellie l'étudia pendant un long moment. Vous avez ce même regard, dit-elle doucement. Quel regard? Celui que maman avait vers la fin. Comme si vous étiez là, mais pas vraiment là. Comme si une partie de vous était allée ailleurs et n'était pas revenue. La gorge de Caleb se serra. Il se leva, se détourna, s'occupa du poêle. Parce que s'il continuait à regarder cet enfant qui pouvait voir clair en lui, quelque chose allait se briser. Quelque chose qu'il avait passé 2 ans à maintenir ensemble. Dormez un peu, dit-il. Toutes les deux, on réglera les choses demain matin. Ellie rassembla Josie contre sa poitrine et se leva sur des jambes qui tenaient à peine. Elle atteignit l'escalier, une main sur la rampe et s'arrêta. Caleb, ouais, merci d'être sorti. Les loupes étaient à la clôture. Je devais le faire. Non, je veux dire. Elle fit une pause. À chaque autre porte où j'ai frappé, quelqu'un a regardé et a décidé que nous ne valions pas la peine.
Vous êtes sorti avec un fusil dans le noir dans un blizzard. Vous ne saviez même pas ce qu'il y avait dehors. Vous êtes juste venu. Je suppose que oui. Pourquoi? Il réfléchit à cela. Il pensa au moment où il avait entendu le grattement au portail. Comment son premier instinct avait été de l'ignorer, de se verser un autre verre, de laisser la tempête gérer ce qui était dehors. Comment il était resté à la porte pendant 5 secondes entières avec sa main sur le loquet, luttant contre chaque instinct de rester scellé dans son silence. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Peut-être que j'étais fatigué d'être le genre d'homme qui n'ouvre pas les portes. Ellie hocha la tête comme si cela avait du sens pour elle. Puis elle monta les escaliers lentement, prudemment, le bébé pressé contre son cœur, et disparut dans la salle de couture de Ruth. Caleb resta seul dans sa cuisine. Le feu claquait, la tempête faisait rage. Et la maison qui avait été morte pendant 2 ans abritait maintenant 3 cœurs battants au lieu d'un. Il s'assit à la table et regarda la photo de Ruth sur le manteau de la cheminée. Son sourire, sa main sur son ventre, 3 mois avant la diphtérie. « Je ne sais pas ce que je fais, Ruth, chuchota-t-il. Mais j'ai ouvert la porte. J'ai enfin ouvert cette maudite porte. Vers 3 heures du matin, un son dériva à travers le plancher qui l'arrêta net. Josie pleurait. Pas le faible battement d'avant. Un vrai cri, fort, en colère. Le son d'un bébé qui était revenu du bord du gouffre et était furieux de tout ce qu'il avait traversé. Caleb agrippa le bord de la table et quelque chose craqua dans sa poitrine. Pas du chagrin cette fois, quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de nom. Il fit chauffer du lait, le porta à l'étage. Il le posa devant la porte de la salle de couture avec un chiffon propre pour nourrir. Il frappa une fois, doucement, et battit en retraite avant qu'Ellie ne puisse le surprendre à rôder. 15 minutes plus tard, les pleurs cessèrent. Des bruits de déglutition les remplacèrent. Puis le calme. Puis, si faible qu'il faillit le manquer, une voix de fille fredonnant une berceuse à travers le plancher. Une mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose que sa maman lui chantait probablement. Transmis par la grand-mère venue d'Irlande avec rien d'autre qu'une aiguille et une prière. Caleb s'assit à la table de cuisine de sa femme décédée. Il écouta l'enfant d'une inconnue chanter pour ramener sa maison à la vie. Demain, la tempête se calmerait. Demain, les questions auraient besoin de réponses. Demain, le monde viendrait frapper avec ses lois et ses liens du sang et sa froide arithmétique de qui appartenait à qui. Mais ce soir, la porte était ouverte. Et Caleb Weston, pour la première fois en 2 ans, ne voulait pas la fermer. La fille dormit 16 heures d'affilée. Caleb alla les voir 3 fois. Une fois à l'aube, une fois à midi, une fois quand la tempête se calma enfin et que la lumière du soleil traversa les nuages comme une lame. Chaque fois, Ellie était enroulée autour de Josie sur la courte pointe, pas dessous, les bras verrouillés autour du bébé, même dans son sommeil, comme si elle la protégeait encore, comme si s'arrêter, même inconsciente, n'était pas quelque chose que son corps savait faire. Au 3e contrôle, il laissa une tasse d'eau et du pain sur la table de nuit. Quand il revint de la grange 1 heure plus tard, les 2 avaient disparu. Le lit était fait assez serré pour y faire rebondir une pièce de monnaie. Chaque surface de la salle de couture avait été nettoyée. Les chutes de tissu de Ruth, toujours sur la table de coupe après 2 ans, avaient été pliées en carrés nets et empilées par couleur. Il trouva Ellie dans la cuisine. Elle avait balayé le sol, frotté le comptoir, lavé chaque plat dans la bassine. Elle se tenait au poêle avec Josie dans une écharpe faite d'une vieille nappe. Elle remuait quelque chose qui sentait comme si cela n'avait rien à faire dans sa cuisine. « Bonjour, dit-elle sans se retourner. J'ai trouvé de l'avoine et des pommes séchées. Il y avait de la cannelle au fond de l'étagère. J'espère que ça va. Tu n'as pas à cuisiner. J'ai dit que je travaillerais. » Elle lui jeta un coup d'œil et il y avait de l'acier dans ce regard. « Je tiens ma parole. » Caleb marcha jusqu'au poêle, regarda dans la casserole. Le porridge était lisse, parfaitement cuit. Le genre de choses que Ruth faisait les matins froids quand le monde extérieur était trop dur à affronter sans quelque chose de chaud dans le ventre. « Où as-tu appris ça? » demanda-t-il. « Maman. Elle disait que cuisiner était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Elle disait qu'on pouvait perdre sa maison, son argent, son nom. Mais si on pouvait nourrir les gens, on compterait toujours. » Ellie ajusta Josie dans l'écharpe. « Je cuisinais chaque repas chez tante Harriet. Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Elle disait que si je devais manger sa nourriture, je ferais mieux d'apprendre à la faire. Tu avais 10 ans, 9 quand j'ai commencé. J'ai eu 10 ans en juin. Ellie sortit 2 bols du placard comme si elle avait vécu ici toute sa vie. Dois-je manger dans l'autre pièce? Pourquoi diable ferais-tu ça? Tante Harriet disait que les enfants mangent séparément. Elle disait que c'était impoli pour les enfants de s'asseoir à la table d'un adulte. Caleb tira une chaise et s'assit. C'est ta table aussi. Assieds-toi. Ellie posa les bols, servit le porridge et se glissa sur la chaise en face de lui. Josie babillait contre sa poitrine, tendant la main vers la cuillère. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Le porridge était la meilleure chose que Caleb ait goûté depuis 2 ans. Peut-être plus longtemps. C'est vraiment bon, dit-il. Les épaules d'Ellie s'affaissèrent d'un demi-pouce. La première fois qu'il voyait une tension quitter son corps depuis son arrivée. Merci. Ellie. Oui, monsieur. Tu peux arrêter de m'appeler monsieur. Je ne suis pas ton employeur. Comment dois-je vous appeler? Caleb, ça ira. Elle testa le nom silencieusement, ses lèvres bougeant, puis hocha la tête comme si elle avait pris une décision. Après le petit déjeuner, elle tendit la main vers la vaisselle. Caleb l'arrêta. Laisse ça, mais il faut la laver. Ça peut attendre. Rassis-toi. Quelque chose traversa son visage. La peur, rapide et vive, là et disparue. Et elle s'assit. Je dois regarder tes pieds, dit Caleb, correctement à la lumière du jour. Ils vont bien. Ils ne vont pas bien. Tu as marché 40 miles pieds nus dans la neige. Laisse-moi voir. Ellie hésita, puis retira les chaussettes en laine. Caleb s'accroupit et la vue lui retourna l'estomac. Des ampoules sur des ampoules. Certaines éclatées, certaines gonflées de liquide. La peau entre ses orteils était fendue et sointante. 2 ongles de son pied gauche étaient noirs. Des engelures avaient commencé sur ses talons, la peau dure et cireuse. Ça fait mal. Il appuya doucement près de sa voûte plantaire. Un peu. Ellie, tu as des engelures. Tu as besoin d'un médecin. Pas de médecin. Les mots vinrent vite. Les médecins coûtent de l'argent. Nous ne serons pas un problème. Arrête de dire ça. Il le dit plus durement qu'il ne le voulait. Elle tressaillit et il adoucit sa voix. Un médecin n'est pas un problème. Un médecin est ce dont tu as besoin. Il y en a un en ville. Elle est bien. C'est le docteur Abigail Foster, la seule femme médecin du territoire. Ruth lui faisait confiance. C'est suffisant pour moi. Ellie le regarda avec ses yeux anciens. Vous allez dépenser de l'argent pour nous? Ouais. Pourquoi? Parce que tes pieds sont dans un sale état et ce bébé a besoin d'un vrai examen. Et parce que je le peux. Il se leva. La tempête est passée. Les routes seront praticables d'ici l'après-midi. Nous irons demain matin. Je peux travailler aujourd'hui. La grange a besoin d'être nettoyée. Et j'ai vu que vos poulaillers ont un loquet cassé. Et le garde-manger aurait besoin d'être rangé. Et Ellie. Il attendit qu'elle croise son regard. Tu n'as pas à gagner demain. Demain est déjà à toi. Elle le fixa comme s'il avait parlé chinois. Puis elle ramassa la vaisselle et commença à la laver quand même, parce que c'était le seul langage qu'elle connaissait. Travailler, prouver sa valeur, se rendre trop utile pour être jeté. Caleb la laissa faire. Certaines batailles ne pouvaient pas être gagnées avec des mots. Certaines batailles prenaient du temps. Il passa la matinée dans la grange pendant qu'Ellie nettoyait des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées. Il pouvait l'entendre à travers les murs frottés, balayés, réorganisés. Le babillage joyeux de Josie fournissait une bande-son qui rendait la vieille grange différente. Pas plus chaude exactement, mais moins vide. Tom Garrett, l'ouvrier agricole qui venait 3 fois par semaine, arriva vers midi. Il s'arrêta net quand il vit les petites empreintes dans la neige entre la maison et le poulailler. « Vous avez de la compagnie? » demanda Tom, s'appuyant contre la porte de la grange. Quelque chose comme ça. Caleb lui raconta la version courte. Le visage de Tom passa par environ 6 expressions différentes avant de se figer sur le sombre. De Laramie jusqu'ici dans un blizzard. Pieds nus. Ouais. Avec un nourrisson. Ouais. Tom cracha du jus de tabac dans la neige. C'est qui la tante? Harriet Crane. Je ne la connais pas, mais je connais le genre. Tom regarda Ellie traverser de la maison au poulailler, Josie sur sa hanche, bougeant avec l'efficacité de quelqu'un 2 fois plus âgé. Cette enfant travaille comme si elle avait le diable aux trousses. Elle travaille comme si elle pensait que je la mettrais dehors si elle s'arrêtait. Le ferez-vous? Caleb le regarda durement. C'est quoi cette question?
le genre que d'autres personnes vont poser. Tom croisa son regard. Homme célibataire, poste de femme, pas d'enfant, accueille deux jeunes filles. Vous savez de quoi ça a l'air. Je sais de quoi ça a l'air. Je sais aussi de quoi ça avait l'air quand j'ai sorti une enfant à moitié morte de la neige hier soir. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que vous avez mal fait. Je dis soyez prudent. Mettez la loi de votre côté avant que la loi ne vienne frapper d'elle-même. Tom poussa le cadre de la porte. Ce territoire a des opinions sur qui élève les enfants de qui. Le sang parle plus fort que les bonnes intentions. Caleb savait que Tom avait raison. Il détestait que Tom ait raison. Le lendemain matin, ils allèrent en Tomville. Ellie était assise, rigide, sur le banc du chariot. Josie enveloppée dans 3 couvertures contre le froid. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le ranch. Ses yeux scannaient la route comme si elle s'attendait à ce que des ennuis surgissent de chaque lisière d'arbre. « Ça va? » demanda Caleb. « Les gens me regardent. Personne ne regarde. Nous sommes sur une route vide. Ils le feront en ville. Ils regardent toujours. Tante Harriet disait que c'était parce que je ressemblais à un cas social. Tu ressembles à une enfant qui a besoin de nouvelles bottes. C'est ce que nous allons chercher après le médecin. Vous n'êtes pas obligé de m'acheter des bottes. Je sais que je ne suis pas obligé. Je veux le faire. » Ellie devint silencieuse. Caleb pouvait la voir travailler cela dans sa tête, essayer de l'intégrer dans le cadre qu'elle avait construit, celui où tout avait un prix et rien n'était gratuit. Le cabinet du docteur Abigail Foster se trouvait au-dessus du magasin général sur Main Street. C'était une petite femme aux yeux perçants et aux mains stables. Elle s'était battue bec et ongle pour sa licence médicale dans un territoire qui ne pensait pas que les femmes avaient leur place en médecine. Ruth l'avait aimée. Elle disait qu'elle était le seul médecin du Montana qui écoutait vraiment. Foster jeta un coup d'œil au pied d'Ellie et son expression devint plate. « C'est arrivé il y a combien de temps? » « 4 jours, dit Caleb. 4 jours sans traitement. » La voix de Foster était soigneusement neutre, le genre de neutre qui signifiait qu'elle était furieuse en dessous. « Faites-la entrer. Je dois les examiner toutes les deux. » L'examen dura 1 heure. Ellie resta immobile comme une pierre pendant que Foster nettoyait ses blessures, appliquait de la pommade, enveloppait ses pieds dans des bandages appropriés. Josie hurla pendant son examen avec la fureur saine d'un bébé qui n'appréciait pas d'être piqué. « La plus grande est malnutrie, » dit Foster à Caleb dans le couloir pendant qu'Ellie s'habillait. « Pas sévèrement, mais assez pour me dire qu'elle ne mange pas correctement depuis des mois. Elle est petite pour 11 ans. Son développement musculaire est en retard. Et ses pieds, les engelures sur ses talons guériront, mais 2 de ses ongles sont morts. Ils tomberont. Et le bébé? Déshydraté quand vous l'avez trouvé, mais elle récupère bien. Elle a un déficit de poids d'environ 2 livres pour son âge. Rien qu'une alimentation correcte ne puisse réparer. » Foster croisa les bras. « Maintenant, vous voulez me dire comment une enfant de 11 ans et un nourrisson ont fini par marcher 40 miles à travers un blizzard? » Caleb lui raconta tout. Harriet Crane, Monsieur Peyton, le pain et le bocal d'eau gelée, et le morceau de papier avec le nom de la mission dessus. La mâchoire de Foster se serra à chaque détail. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Je vais rédiger un rapport médical, dit-elle, documentant tout. La malnutrition, les engelures, la déshydratation. Vous allez en avoir besoin. Besoin pourquoi? Pour quand la tante viendra chercher. » Foster croisa son regard. « Et elle viendra chercher. Les femmes comme ça ne jettent pas les enfants pour ensuite les oublier. Elles les jettent et se mettent en colère quand quelqu'un d'autre les ramasse. Pourquoi s'en soucierait-elle? Elle ne voulait pas d'elle. Elle ne voulait pas du fardeau, mais elle voudra le contrôle. Il y a une différence. » Foster décroisa les bras. « Prenez un avocat, Monsieur Weston. Prenez-en un bientôt. » Ils quittèrent le cabinet du médecin et traversèrent la rue vers le magasin général. Caleb acheta des bottes à Ellie. Des bottes en laine doublée de peau de mouton, les plus chaudes que le magasin avait. Il acheta des chaussettes, un manteau lourd et une robe en laine simple mais solide. Il acheta du lait pour Josie et des provisions pour le ranch, et une barre de chocolat qu'il glissa dans le sac sans qu'Ellie ne le voie. Au comptoir, Martha Perkins, la femme du commerçant, les regarda avec une curiosité ouverte. « De nouvelles additions au foyer Weston? » demanda-t-elle avec un sourire mi-amical, mi-inquisiteur. « Des invités, » dit Caleb brièvement. « Des invités terriblement jeunes. » Les yeux de Martha s'attardèrent sur Ellie.
Jolie petite chose, mais elle est à vous, elle est à elle-même. Caleb fit un signe de tête vers Ellie, qui se tenait près de la fenêtre tenant Josie. Elle surveillait la rue avec la vigilance d'un cerf près d'une clairière. Elle s'appartient. Sur le trajet du retour, Ellie était assise avec la boîte de nouvelles bottes sur ses genoux. Elle passait ses doigts sur le cuir comme si c'était quelque chose de sacré. Personne ne m'a jamais acheté de chaussures avant, dit-elle doucement. Tante Harriet me donnait ces vieilles. Elles étaient 3 tailles trop grandes. Je les bourrais avec du papier journal. Eh bien, celles-ci sont à toi. Neuves, bonne taille. Et si je grandis, alors j'en en achètera de nouvelles. Juste comme ça. Juste comme ça. Ellie ouvrit de la boîte, sortit une botte et la tint contre sa joue. Le cuir était lisse et chaud d'avoir été près du poêle dans le magasin. Elle ferma les yeux et quelque chose traversa son visage que Caleb dut détourner du regard. Parce que c'était trop brut, trop nu. Le visage d'une enfant à qui on avait donné quelque chose pour la première fois sans lui dire ce que ça coûtait. Merci, chuchota-t-elle. De rien. Caleb. Ouais. C'est combien de temps? Temporaire? Il avait attendu cette question, la redoutant. Je ne sais pas encore. Allez-vous nous envoyer à la mission? Non. Dans une autre famille? Non. Alors quoi? J'y travaille. Il fit claquer les rênes, garda les yeux sur la route. Le docteur Foster a dit que je devrais prendre un avocat, régler le côté légal des choses. Côté légal voulant dire quoi? Voulant dire que si je veux que vous restiez, j'ai besoin que la loi soit d'accord. Et si la loi n'est pas d'accord, alors je la ferai être d'accord. Ellie resta silencieuse un long moment. Josie s'agita et elle la berça automatiquement, le mouvement si pratiqué qu'il était inconscient. Tante Harriet est notre sang, dit Ellie finalement. La loi se soucie du sang. La loi se soucie aussi d'une femme qui a mis 2 enfants dehors dans un blizzard. Vraiment? Parce que personne n'est venu nous chercher. Pas de shérif, pas d'église, pas personne. Elle nous a mises dehors et le monde a continué comme si nous n'existions pas. Caleb n'avait pas de réponse à cela. Elle avait raison. Le monde avait continué. Les portes étaient restées fermées. Les gens avaient regardé par les fenêtres et s'étaient détournés. Le système qui était censé protéger les enfants comme Ellie et Josie les avait laissés tomber à chaque niveau. Ça change maintenant, dit-il. Comment? Parce que maintenant, quelqu'un fait attention. Quand ils arrivèrent à la maison, Caleb trouva quelque chose qui attendait au portail. Un panier recouvert d'un tissu posé dans la neige. Il le ramassa, souleva le tissu. Du pain frais, un pot de confiture et une note d'une écriture soignée. J'ai entendu dire que tu avais de la compagnie. J'ai pensé que tu pourrais utiliser quelques provisions. Viens me voir quand tu seras prêt. J'ai une chèvre laitière et plus d'opinion que de bon sens. C'était signé Agnes Whitfield. C'est qui Agnes Whitfield? Demanda Ellie, scrutant la note. Ma voisine la plus proche, 5 miles à l'ouest. Elle essaie de me nourrir depuis la mort de Ruth. Je continuais à la repousser. Pourquoi? Parce qu'accepter de la nourriture des gens signifie les laisser entrer et je ne laissais entrer personne. Ellie le regarda avec une compréhension qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait avoir. Mais vous nous avez laissés entrer? Ouais. Caleb porta le panier à l'intérieur. Je suppose que oui. Ce soir-là, ils mangèrent le pain d'Agnès avec la confiture et le reste de la venaison. Josie était assise dans une chaise haute improvisée, une ingénierie d'Ellie. Une caisse retournée sur une chaise ordinaire avec des couvertures tassées autour. Elle tapait une cuillère en bois contre la table avec une joie furieuse. Elle devient plus bruyante, dit Caleb. Elle devient plus forte. Ellie sourit, et cela transforma tout son visage. Pendant une seconde, elle ressembla à ce qu'elle était censée être. Une enfant. Juste une enfant. En sécurité, nourrie et au chaud. Elle a toujours été bruyante quand elle est heureuse. Tante Harriet détestait ça. Je ne déteste pas ça. Je sais. Ellie déchira un morceau de pain pour elle-même. C'est comme ça que je sais que c'est différent. Après le dîner, Caleb s'assit sur le porche malgré le froid. Le ciel s'était dégagé pour devenir un noir profond parsemé d'étoiles. Son souffle sortait en nuages. À l'intérieur, il pouvait entendre Ellie laver la vaisselle, fredonnant quelque chose à Josie. Il pensa à ce que Tom avait dit, à propos de ce que ça avait l'air, à propos du sang parlant plus fort que les bonnes intentions. Il pensa à l'avertissement de Foster. Elle viendra chercher. Il pensa à Ruth, ce qu'elle ferait, ce qu'elle dirait.
Dirait arrête de persister et commence à agir, espèce d'idiot têtu. Les dirait ces enfants ont besoin de toi et tu as besoin d'elles, et le reste n'est que détail. Il entra, s'assit à la table de la cuisine et sortit papier et encre. Il écrivit 2 lettres. Une à Henry Blackwood, l'avocat en ville qui avait géré la succession de Ruth. Une à son fils Daniel, à la mine de cuivre à Butte. La lettre à Blackwood était professionnelle. Pétition de tutelle, protection légale. Tout ce qu'il fallait. La lettre à Daniel était plus difficile. Il fixa la page blanche pendant 10 minutes avant que les mots ne viennent. Daniel, je sais que tu es toujours en colère. Je sais que tu as des raisons de l'être. Mais quelque chose est arrivé et je dois t'en parler même si tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Il y a 2 enfants dans cette maison ce soir. 2 filles qui ont tout perdu et ont traversé l'enfer pour arriver ici. J'ai ouvert la porte pour elles. Ta mère l'aurait ouverte plus tôt. Je ne demande pas le pardon. Je te demande de savoir que cette maison n'est plus morte, que peut-être il y a encore quelque chose ici qui vaut la peine de revenir. Ton père. Il scella les 2 lettres et les laissa sur la table pour le courrier du matin. Ellie apparut dans l'embrasure de la porte. Josie dormait contre son épaule, ivre de lait et paisible. Elle dort, chuchota Ellie. Je l'ai nourrie 3 fois aujourd'hui. Elle rattrape le temps perdu. Bien. C'est vraiment bien. Caleb regarda cette fille debout dans son embrasure. La salle de couture de sa femme décédée à l'étage. Les chaussettes de sa femme décédée à ses pieds. La cuisine de sa femme décédée se réchauffant avec l'odeur du pain et de la vie. Ellie, ouais, demain je vais voir un avocat. Lancer le processus pour rendre ça officiel. Officiel voulant dire que tu restes pour de vrai, pas temporaire. Le visage d'Ellie se figea. Ses bras se resserrèrent autour de Josie. Et si tante Harriet se bat, laisse-la se battre. Elle le fera. Elle est méchante et elle est têtue et elle dira des choses terribles sur vous et sur moi. J'ai entendu des choses terribles avant. J'étais à Antietam. Il n'y a pas grand-chose qu'une femme de Laramie puisse dire qui soit pire que des tirs de canon. Le coin de la bouche d'Ellie tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Vous allez vraiment faire ça? Déjà décidé. Quand? Quand j'ai entendu Josie pleurer à 3 heures du matin. La voix de Caleb devint rauque, le son le plus fort que j'ai entendu en 2 ans. Ça m'a rappelé ce que ça fait quand il y a quelque chose dans cette maison qui vaut la peine de se battre. Les yeux d'Ellie brillèrent. Elle cligna fort 1 fois, 2 fois, refusant de pleurer. Nous ne vous décevrons pas. Je sais que vous ne le ferez pas, et nous ne serons pas un « Ellie, si tu dis problème 1 fois de plus, je vais te faire manger tes bottes », elle rit. Un vrai rire, court et surpris, et rouillé par le manque d'usage, mais réel. Josie remua au son, et Ellie pressa ses lèvres sur la tête du bébé pour la calmer. « Bonne nuit, Caleb! »« Bonne nuit, Ellie! » Elle se tourna et monta les escaliers. Il écouta ses pas traverser le palier, entendit la porte de la salle de couture se fermer doucement, et s'assit seul dans la cuisine avec les lettres sur la table et le feu mourant dans le poêle. Et le sentiment que quelque chose d'énorme avait bougé sous ses pieds. Pas un tremblement de terre, plutôt comme un dégel, la rupture lente, terrifiante et imparable de la glace qui avait tout maintenu gelé pendant 2 ans. Il regarda la photo de Ruth 1 fois de plus. « Je pense que tu l'aimerais, » dit-il doucement. « Je pense que tu les aimerais toutes les 2. » La photo souriait en retour comme elle le faisait toujours, inchangée. Mais ce soir, pour la première fois, ça ne lui donnait pas envie de boire. Ça lui donnait envie de se lever tôt et de faire le petit déjeuner avant qu'Ellie ne puisse le battre au poêle. Il couvrit le feu, vérifia les portes et monta les escaliers vers sa chambre. En passant devant la salle de couture, il entendit la voix d'Ellie, à peine un murmure, parlant à Josie dans le noir. « Nous sommes en sécurité, Josie. Nous sommes vraiment en sécurité. » Il a ouvert la porte et il ne va pas la fermer. Je le sais. Je peux le sentir. Caleb resta dans le couloir et pressa sa main à plate contre le mur. Puis il alla se coucher et dormit toute la nuit pour la première fois en 2 ans. 3 semaines changèrent tout et rien. Le ranch se réveilla. C'était la seule façon dont Caleb pouvait le décrire. Des pièces qui avaient été fermées furent ouvertes. Des fenêtres qui avaient été voilées reçurent de la lumière. La cuisine sentait le pain et le café chaque matin parce qu'Ellie était levée avant l'aube. Peu importe combien de fois il lui disait de faire la grasse matinée. Elle avait pris le contrôle des poules complètement. Les oiseaux pondaient mal depuis des mois.
maussade et irritable sous les soins indifférents de Caleb. En une semaine où Ellie leur parlait, les nourrissait de reste, laissait Josie tituber près du poulailler pour que les poules aient quelque chose de curieux à observer, la production doubla. « Tu as un don avec les animaux ?» lui dit Caleb un matin, la regardant amadouer un œuf sous la poule la plus têtue de la propriété. Maman disait que les animaux savent quand quelqu'un s'en soucie. Ils peuvent le sentir. Ellie glissa l'œuf dans son panier. Ces poules étaient seules. C'est tout. Des poules seules. Tout devient seul, Caleb. Même les poules. Il ne pouvait pas discuter avec les résultats. Agnes Whitfield passa le 4e jour, conduisant son chariot à travers la neige avec la détermination d'une femme qui avait survécu à 40 hivers du Montana et n'était pas sur le point de laisser le 41e la ralentir. Elle apporta du lait de sa chèvre, une couverture en laine qu'elle avait tricotée elle-même et assez d'opinion pour remplir un tribunal. Alors, c'est la fille. Agnès se tenait dans l'embrasure de la cuisine, bras croisés, étudiant Ellie avec des yeux bleus perçants. « Tu es plus petite que ce à quoi je m'attendais. »« Oui, madame. » Ellie se tenait droite, yeux sur sa hanche, menton levé, prête à être jugée. Agnès traversa vers elle, regarda Josie, et son visage buriné s'adoucit. « Joli bébé. Elle mange bien? » 3 fois par jour maintenant. Elle devient plus forte. « Bien. Le lait de chèvre est le meilleur pour les bébés qui ont été malades. J'en apporterai chaque semaine. » Agnès se tourna vers Caleb. « Tu as l'air mieux. » « Mieux que quoi? Mieux que le cadavre ambulant que tu as été pendant 2 ans. » Elle le dit platement, de la façon dont seuls les vieux amis peuvent dire des vérités dures. Ruth serait contente. « Ne commence pas, Agnes. Je ne commence pas. J'énonce des faits. » Elle tira une chaise et s'assit sans invitation. « Maintenant, parle-moi de cette tante. » Caleb lui raconta. Agnes écouta sans interrompre, son visage s'assombrissant à chaque détail. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Harriet Crane, » dit Agnes lentement. « J'ai entendu ce nom. Elle fait des travaux de couture pour certaines femmes de rancher près de Laramie. Assez plaisante quand elle veut quelque chose, froide comme un serpent quand elle ne veut pas. Tu la connais? Je connais d'elle et je connais George Payton. C'est une belette en gilet. Il possède le plus grand magasin de Laramie et pense que ça fait de lui une royauté. » Agnes regarda Ellie. « Elle t'a jeté dehors à cause de lui. » « Oui, madame, et maintenant, elle viendra te vouloir en retour parce que te perdre l'a fait mal paraître. » Ellie cligna des yeux. « Comment saviez-vous cela? » « Parce que je suis en vie depuis 60 ans, enfant, et j'ai rencontré toutes les sortes de cruautés qui existent. Ceux qui vous jettent et ceux qui reviennent collecter ce qu'ils ont jeté. » Agnès se leva, lissa sa jupe. « Caleb, tu as pris cet avocat? La lettre est partie hier. »« Bien. Assure-toi qu'il est méchant. Tu auras besoin de méchanceté quand cette femme se montrera. » Elle tapota l'épaule d'Ellie en passant. « Tu es en sécurité ici, fille. Cet homme est trop têtu pour laisser quoi que ce soit arriver. Et s'il faiblit, je suis à 5 miles à l'ouest avec un fusil de chasse et aucune patience pour les idiots. » Ellie faillit sourire. « Merci, Madame Whitfield. »« Agnes, Madame Whitfield était ma belle-mère, et c'était une horreur. » Après le départ d'Agnes, Ellie resta à la fenêtre à regarder le chariot disparaître sur la route. « Elle est gentille, » dit-elle doucement. « Effrayante, mais gentille. C'est Agnes. C'était l'amie la plus proche de Ruth, la seule personne qui a continué à venir après la mort de Ruth. Je la renvoyais à chaque fois. Elle continuait à venir quand même. »« Pourquoi la renvoyez-vous? »« Parce que je voulais être seule. Le voulez-vous toujours? » Caleb la regarda. Cette fille debout dans sa cuisine avec la couverture de l'ami de sa femme décédée sur les épaules, et les chaussettes de sa femme décédée sur ses pieds bandés, et un bébé sur sa hanche qui riait aux poules. « Non, dit-il, je ne le veux plus. » La réponse d'Henry Blackwood arriva le mardi suivant. Une courte lettre d'une écriture précise demandant une réunion à son bureau en ville. Caleb y alla seul, laissant Ellie et Josie avec Agnes, qui s'était portée volontaire pour rester au ranch l'après-midi. Le bureau de Blackwood était au-dessus de la banque. Une petite pièce remplie de livres de droit et de l'odeur du tabac à pipe. L'avocat lui-même était un grand homme approchant la soixantaine, aux cheveux argentés, avec la manière lente et délibérée de quelqu'un qui pesait chaque mot avant de le dépenser. Il avait servi dans l'armée confédérée et était venu à l'Ouest pour échapper aux décombres de tout ce en quoi il avait cru. Ruth lui avait fait confiance. C'était suffisant pour Caleb. « Asseyez-vous, dit Blackwood. Dites-moi tout. » Caleb parla pendant 30 minutes d'affilée.
Blackwood écouta, rendant en obtenant et des notes occasionnelles, son visage ne révélant rien. Quand Caleb eut fini, l'avocat posa son stylo. Vous voulez la tutelle? Je veux qu'elle soit en sécurité. Ce n'est pas la même chose légalement. Blackwood se pencha en arrière. La tutelle signifie que le tribunal vous déclare responsable de ses enfants. Cela signifie que la revendication de la tante est soit terminée, soit suspendue. Cela signifie qu'un juge doit regarder les faits et décider qu'un rancher veuf sans lien de sang est une meilleure option qu'une parente par le sang. Elle a failli les tuer. Prouvez-le. Le médecin les a examinés. Malnutris, gelés, déshydratés. Bien. Les dossiers médicaux sont des preuves d'homicide. Quoi d'autre? Le témoignage d'Ellie. Elle peut dire au juge exactement ce qui s'est passé. Elle a 11 ans. Le tribunal peut considérer son témoignage comme peu fiable, ou ils diront que vous l'avez coaché. Blackwood tapota son stylo contre le bureau. Et les témoins? Quelqu'un a vu la tante les mettre dehors? Personne à ma connaissance, Ron. Quelqu'un a vu les enfants sur la route? Quelqu'un à qui elles ont demandé de l'aide? Ellie a frappé à 4 ou 5 portes. Personne n'a répondu sauf une femme qui lui a fermé la porte au nez. Savez-vous qui? Une ferme avec une grange rouge à 10 miles au sud. Les Henderson. Mary Henderson. Blackwood nota le nom. Elle serait un témoin utile si elle témoignait avoir refusé 2 enfants dans un blizzard. Ça montre que la communauté a failli à ses filles. Ça rend votre intervention encore plus nécessaire. Je ne veux pas utiliser la culpabilité des autres pour gagner. Il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de stratégie. Blackwood le fixa d'un regard égal. Monsieur Weston, je vais être honnête avec vous. La loi favorise le sang. Elle l'a toujours fait. Un homme veuf sans famille accueillant 2 jeunes filles. Certaines personnes questionneront vos motifs. Laissez-les questionner. Ils le feront. Et l'avocate de la tante s'assurera que le juge les questionne aussi. Blackwood se leva, marcha vers la fenêtre. Je connaissais Ruth. C'était une bonne femme, la meilleure sorte. Si elle était vivante, il n'y aurait pas de question. Un couple marié accueillant des orphelins. C'est de la charité chrétienne. Un homme seul le faisant. C'est suspect. Suspect de quoi? Vous savez de quoi, Pasquin. Caleb sentit la chaleur inonder son visage. C'est un putain de mensonge avant même d'être prononcé. Je le sais, vous le savez, mais la tante l'utilisera. Blackwood se détourna de la fenêtre. Alors, voici ce qu'on fait. On construit un dossier si fort qu'aucun juge ne peut statuer contre nous sans passer pour un idiot. Dossiers médicaux, témoins de moralité, documentation de la façon dont les enfants se sont améliorés sous vos soins. Et du temps, plus c'est fait et prospère avec vous, plus il est difficile de justifier de les enlever. Combien de temps? 3 mois minimum avant de déposer la demande. 6 serait mieux. Nous voulons un dossier clair de soins soutenus. Et si la tante se montre avant, elle se montrera. Comptez là-dessus. Quand elle le fera, vous restez calme. Vous ne menacez pas. Vous ne l'empêchez pas de voir les enfants, mais vous ne les remettez pas non plus. Laissez-la faire les erreurs. Les femmes comme Harriet Crane ne peuvent pas s'en empêcher. Donnez-leur assez de cordes et elles se pendront elles-mêmes. Caleb détestait la logique froide de tout ça. Détestait penser à Ellie et Josie comme des pièces dans un jeu d'échecs légal. Mais il comprenait la nécessité. Et la mission à Douglas, celle où Harriet les a envoyés? Bonne pensée, je vais leur écrire. S'ils n'ont aucune trace d'attendre ses enfants, ça prouve que Harriet les a envoyés sans véritable plan. C'est de la négligence au mieux, de l'abandon au pire. Blackwood leur accompagna à la porte. Une dernière chose. Vous avez mentionné un fils, Daniel. Il est à bout. Faites-le revenir si vous pouvez. Une unité familiale, même imparfaite, paraît mieux qu'un homme seul. Un juge voit un père et un fils ensemble. Il voit la stabilité. Il voit l'avenir. Daniel ne me parle pas. Alors faites-le vous parler. Écrivez encore. Continuez à écrire jusqu'à ce qu'il réponde ou que vous n'ayez plus d'encre. Caleb rentra chez lui avec les mots de l'avocat tournant dans sa tête. Construire un dossier, tout documenté, lui donner de la corde, faire revenir Daniel. Quand il arriva, il trouva Agnès sur le porche, l'air inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb descendit de cheval rapidement. Rien de grave, mais la fille a eu une crise. Agnès garda sa voix basse. Je l'ai trouvée dans la cuisine il y a environ 1 heure, frottant le sol à 4 pattes,
les mains à vif, pleurant, ne s'arrêtaient pas. Elle disait qu'elle avait manqué une tache sous la table et que si vous rentriez et trouviez ça sale, vous les renverriez. La poitrine de Caleb se serra. Où est-elle maintenant? À l'étage. Je l'ai calmée, finalement. Je lui ai donné de la soupe. Elle dort. Et Josie dans le panier à côté d'elle, heureuse comme tout. Ce bébé n'a aucune idée de ce qui se passe, et Dieu la bénisse pour ça. Agnes rassembla ses affaires et toucha le bras de Caleb en passant. Cet enfant a des blessures que tu ne peux pas voir, Caleb. Les pieds guériront. Le reste va prendre beaucoup plus de temps. Après le départ d'Agnes, Caleb monta les escaliers. La porte de la salle de couture était entr'ouverte. Il la poussa doucement. Ellie était recroquevillée sur le lit, Josie dormant à côté d'elle. Ses mains étaient rouges et craquelées, la peau sur ses articulations fendues. Il tira une chaise au chevet et s'assit. Attendit. Les yeux d'Ellie s'ouvrirent. Après quelques minutes, elle le vit et essaya immédiatement de s'asseoir. « Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste... Tu n'as pas à t'excuser. Le sol avait une tache et je ne pouvais pas l'enlever et je continuais à frotter et puis je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'ai dit, je sais que si vous la voyez, vous penseriez que je n'étais plus utile. Et Ellie, arrête, elle s'arrêta. Sa respiration était saccadée. Regarde tes mains. Il le dit doucement. Regarde ce que tu t'es fait. Elle regarda. La peau était à vif, saignant par endroits. Elle fixait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Tante Harriet avait l'habitude de vérifier les sols, chuchota-t-elle. Elle passait son doigt le long des plinths. Si elle trouvait de la poussière, elle me faisait refaire toute la maison. Une fois, elle a trouvé une tache sous le poêle et elle ne m'a pas laissé manger le dîner. Tu n'es plus chez Tante Harriet, je le sais. Je le sais ici. Elle toucha sa tête. Mais je ne le sais pas ici. Elle mit sa main sur son cœur. Mon corps ne le sait pas encore. Mes semaines ne bougent juste pas, et je ne peux pas les arrêter. Caleb tendit la main et prit ses mains abîmées dans les siennes. Alors je les arrêterai pour toi, à chaque fois, jusqu'à ce que ton corps rattrape ta tête. Et si ça n'arrive jamais? Ça arrivera. Ça prend juste du temps. Combien de temps? Autant que tu en as besoin. Le visage d'Ellie se froissa. Je ne veux pas être brisé. Tu n'es pas brisé. Tu es blessé. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Brisé signifie que ça ne peut pas être réparé. Blessé signifie que c'est en train de guérir. Et tu guéris, Ellie, chaque jour, même quand tu n'en as pas l'impression. Elle serra ses mains et hocha la tête. Josie remua à côté d'elle, faisant de petits bruits dans son sommeil. Pendant un moment, ils restèrent assis dans le calme. La lumière de fin d'après-midi traversant la fenêtre de Ruth, des grains de poussière dérivant dans l'or. Caleb, ouais. Qu'est-ce que l'avocat te dit? Il a dit que nous avons un combat devant nous, mais un combat gagnable. Gagnable voulant dire que nous pourrions ne pas gagner. Gagnable voulant dire que nous gagnerons si nous faisons ça bien. Et faire ça bien signifie quoi? Construire un dossier, obtenir des témoins, montrer au tribunal que vous êtes mieux ici. Je suis mieux ici, je sais. Maintenant, nous devons juste le prouver à un juge. Ellie resta silencieuse un moment. Devrais-je la revoir au tribunal? Probablement. Devrais-je parler? Leur dire ce qu'elle a fait. Si tu es prête. Je suis prête. Sa voix se durcit. Je leur dirai tout sur la cuisine et le nettoyage et la grange froide et la fièvre de Josie et le pain et la marche. Tout. Tu es sûr? Ce ne sera pas facile. Rien n'a été facile depuis la mort de maman. Ellie se redressa, mais ça vaut la peine de se battre. Tu vaux la peine de se battre. Quelque chose traversa la poitrine de Caleb qu'il ne pouvait nommer. Il s'éclaircit la gorge et se leva. Je vais faire le dîner ce soir. Tu vas t'asseoir sur le porche et ne rien faire du tout. Je ne sais pas comment ne rien faire. Il est temps que tu apprennes. Elle rit, petit et réticent, mais réel. Les 2 semaines suivantes s'installèrent dans un rythme qui ressemblait presque à la paix. Ellie alla voir le docteur Foster 2 fois de plus, et ses pieds s'améliorèrent régulièrement. Les engelures guérissaient, les ongles morts tombèrent, et de nouveau commencèrent à pousser en dessous. Foster documentait tout avec le soin méticuleux de quelqu'un construisant un arsenal. Caleb écrivit à Daniel encore une fois, plus court cette fois. Pas de supplication, juste des faits. Le nom de la plus grande est Ellie. Elle a 11 ans.
Elle m'a cuisiné le petit déjeuner le premier matin et c'était meilleur que tout ce que j'ai fait en 2 ans. Elle parle aux poules et elles écoutent. Elle frotte les sols jusqu'à ce que ses mains saignent parce qu'elle est terrifiée que je la jette dehors si elle manque une tâche. Le nom du bébé est Josie. Elle rit de tout. Elle a fait ses premiers pas hier. 3 pas avant de tomber et elle n'a même pas pleuré. Elle s'est juste relevée et a réessayé. Ta mère les aurait aimés, Daniel. Elle aurait aimé chaque minute de ça. J'aimerais que tu puisses voir ça. Aucune réponse ne vint. Caleb envoya la lettre quand même et attendit. Puis, un mardi après-midi de la 2e semaine de janvier, Caleb entendit des bruits de sabots approchant par la route du sud. Il était dans la grange en train de réparer un harnais quand le son l'atteignit. Rapide, déterminé, le genre de chevauché qui signifiait que quelqu'un venait pour quelque chose de précis. Son estomac se noua. Il posa le harnais et marcha vers la porte de la grange. Un buckboard passa la crête, 2 chevaux menaient durement à travers la neige. Une femme aux rênes, habillée en noir bord malgré le froid. Un homme à côté d'elle, mince, nerveux, ses mains agrippant la barre du siège. Caleb savait qui elle était avant que le chariot n'atteigne le portail. Il marcha vers la maison. Ellie était dans la cuisine, Josie dans sa chaise haute, toutes 2 couvertes de farine d'une tentative ambitieuse de biscuit. Elle leva les yeux au son de ses bottes et vit son visage. La couleur quitta le sien. « Elle est là, chuchota Ellie. N'est-ce pas? Prends Josie, va à l'étage. Non! Ellie, non! Ellie essuya la farine de ses mains, prit Josie et se tint droite. Je ne me cache pas. Plus maintenant. Pas d'elle. Caleb regarda cette fille, 11 ans, de la farine sur le visage, un bébé sur la hanche, debout dans sa cuisine avec la mâchoire serrée et les yeux brûlants. Et plus de courage dans son petit corps que la plupart des hommes n'en portaient dans une vie. « D'accord, dit-il, alors reste derrière moi. » Il sortit sur le porche. Ellie suivit. Josie pressée contre sa poitrine. Le chariot s'arrêta au portail. La femme descendit avec des mouvements vifs et habitués. Elle était grande, mince, son visage sculpté en angle par l'amertume et le froid. Ses yeux balayèrent la propriété, la maison, le porche, et se posèrent sur Ellie comme un faucon repérant une proie. « Monsieur Weston », sa voix coupa l'air hivernal. « Je suis Harriet Crane. Je crois que vous avez mes nièces. » Caleb s'avança au bord du porche. « Je sais qui vous êtes. Alors vous savez que je suis venu pour ce qui est à moi. Elles ne sont pas à vous. Ce ne sont pas des propriétés. » La bouche d'Harriet s'amincit. « Elles sont mon sang, les enfants de ma sœur. La loi dit qu'elles appartiennent à la famille. La loi dit aussi qu'on ne met pas des enfants dehors dans un blizzard pour mourir. Je n'ai rien fait de tel. » La voix d'Harriet était coupante, répétée. Je leur ai fourni des provisions et des directions vers une mission caritative. La plus grande a toujours été obstinée. Elle a dû s'écarter du chemin. Derrière lui, Caleb entendit Ellie émettre un son. Petit, furieux. Vous lui avez donné un demi-pain et un bocal d'eau qui a gelé en 3 heures, dit Caleb, gardant sa voix égale. Pas de chaussures, pas de manteau. En décembre, le bébé était à quelques heures de mourir quand elle est atteint. Les enfants exagèrent, le médecin n'a pas exagéré. J'ai des dossiers médicaux, engelure, malnutrition, déshydratation, tout documenté. Quelque chose vacilla dans les yeux de Harriet. La première fissure. L'homme mince descendit du chariot. Il changeait de pied, mal à l'aise. « Harriet, peut-être devrions-nous... » « Tais-toi, George. » George Payton, l'homme derrière tout ça. Caleb le regarda et ne ressentit rien d'autre que du mépris. Un homme qui avait laissé 2 enfants être jetés dans une tempête mortelle parce qu'elle dérangeait de sa cour. « Vous avez amené votre prétendant, » dit Caleb. « C'est audacieux. Monsieur Payton est mon fiancé. » Harriet leva le menton. « Nous devons nous marier au printemps. Nous fournirons un vrai foyer aux filles, une vraie famille. Vous n'étiez pas une famille quand vous les avez jetés dehors. J'ai fait une erreur née du désespoir. Je suis ici pour la corriger. Vous êtes ici parce que ça a l'air mauvais. » Caleb croisa les bras. « Une femme met dehors les enfants de sa sœur morte, et puis tout le territoire l'apprend. Ce n'est pas le genre de réputation que la femme d'un propriétaire de magasin général veut. » Le visage d'Harriet devint rouge foncé. « Comment osez-vous? »« J'ose parce que j'ai sorti ces filles de la neige. J'ose parce que le cœur du bébé battait à peine.
J'ose parce que les pieds d'Ellie étaient ainsi déchirés qu'elle n'a pas pu marcher pendant une semaine. Ellie. Les yeux d'Harriet se verrouillèrent sur la file derrière lui. Sa voix changea, s'adoucit en quelque chose de doux et vénéneux. Ellie, chérie, viens ici, laisse-moi te voir. Ellie ne bougea pas. Ellie, je sais que tu es fâchée contre moi. Je comprends, mais les choses sont différentes maintenant. George et moi, nous allons avoir une vraie maison, un foyer convenable. Il y aura une chambre pour toi et le bébé. Tu n'auras pas à travailler si dur. Ce sera mieux, je promets. Tu as promis à maman que tu prendrais soin de nous. La voix d'Ellie était stable et froide. Tu lui as promis sur son lit de mort. Le calme d'Harriet se fissura pendant une demi-seconde. J'ai essayé, Ellie. J'ai fait de mon mieux. Ton mieux était de nous envoyer mourir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si c'est ce moment, Ellie sortit de derrière Caleb. Josie s'accrochait à sa sœur, les yeux grands ouverts. Tu m'as donné du pain et de l'eau et tu m'as dit de marcher vers le nord. Tu ne m'as pas donné de chaussures. Tu ne m'as pas donné de manteau. Tu as dit que si je revenais, tu me ferais arrêter. Et puis tu as fermé la porte. Tu déformes les choses. Tu déformes toujours les choses. Je dis la vérité. La même vérité que je dirais au juge. Le mot juge frappa Harriet comme une gifle. Ses yeux se braquèrent sur Caleb. Vous portez ça au tribunal. J'ai déjà déposé la pétition. Sur quel motif? Abandon, négligence, mise en danger de mineurs. Faites votre choix. Les mains d'Harriet se recroquevillèrent d'un point sur ses côtés. Peyton toucha son bras et elle le repoussa. Il ne gagnera jamais. Vous êtes un étranger, un homme célibataire sans femme, sans famille, sans statut. Le tribunal verra clair en vous. Peut-être, mais ils verront aussi clair en vous. Et j'ai des dossiers médicaux, des témoins de moralité et le témoignage d'une fille de 11 ans qui a marché 40 miles à travers un blizzard parce que sa tante a choisi un homme plutôt que 2 enfants. Le silence qui suivit fut assez tranchant pour couper. Peyton prit la parole, sa voix fine et rauque. « Harriet, peut-être devrions-nous passer par les voies appropriées. Ce n'est pas productif. » J'ai dit « Tais-toi, George. »« Madame Crane, dit Caleb, et sa voix était basse et dure et finale. Vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez revenir avec une ordonnance du tribunal et un shérif, et nous gérerons cela par la loi. Mais vous ne prenez pas ces enfants de ma propriété aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Non, ça ne l'est pas. Mais le prochain chapitre se passe dans une salle d'audience, pas sur mon porche. Harriet le fixa, puis Ellie, puis Josie, qui avait enfoui son visage dans le cou d'Ellie. Quelque chose traversa le visage d'Harriet, trop rapide à lire. Regret, peut-être, ou juste la fureur d'une femme qui avait perdu le contrôle d'une situation qu'elle pensait posséder. « Vous regretterez ça, dit Harriet. Ces filles ne sont rien que des ennuis. La plus grande a du répondant, et le bébé vous saignera à blanc. Vous verrez. »« J'en ai vu assez, dit Caleb, et je ne regrette rien. » Harriet tourna les talons, remonta dans le chariot et fit claquer les rênes si fort que les chevaux firent une embardée. Peyton grimpa à côté d'elle alors que le buckboard faisait demi-tour et repartait par où il était venu. Caleb regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse par-dessus la crête. Puis il se retourna. Ellie se tenait sur le porche, Josie dans ses bras, tremblant de la tête aux pieds. Mais ses yeux étaient secs et son menton était levé et elle n'avait pas bougé d'un pouce. « Elle va se battre salement, dit Ellie. Je sais qu'elle va dire des choses sur vous, sur pourquoi vous nous voulez ici. Elle fera en sorte que ça paraisse. Je sais de quoi elle fera en sorte que ça paraisse. As-tu peur? » Ouais, il ne voyait pas l'intérêt de mentir. Mais j'avais peur à Antietam aussi, et je m'en suis sorti. C'est quoi Antietam? Une bataille, une mauvaise. Le pire jour de ma vie jusqu'au jour où Ruth est morte. Ellie tendit la main et prit la sienne. Ses doigts s'étaient plis ses fois et tremblaient encore, mais sa poigne était de fer. « Nous allons gagner, dit-elle. Je ne sais pas encore comment, mais nous allons gagner parce que nous le devons. Parce que Josie mérite un foyer et vous méritez une famille et je ne retourne pas chez elle. Je ne le ferai pas. Je préférerais marcher encore 40 miles dans la neige. Tu ne marches nulle part. » Caleb serra sa main. Plus maintenant. Ils restèrent sur le porche ensemble alors que le dernier soleil d'hiver saignait derrière les montagnes. Josie tendit la main et attrapa le col de Caleb, se tira près de lui et posa sa tête contre sa poitrine, avec la confiance absolue d'une enfant qui avait décidé que c'était là qu'elle appartenait. Caleb resta immobile, laissa le poids s'installer, le laissa remplir l'endroit creux qui avait été vide pendant 2 ans.
Derrière eux, la maison attendait, chaude, éclairée, vivante. Et quelque part sur la route du Sud, une femme en noir planifiait déjà son prochain coup. Harriet n'attendit pas longtemps. Le shérif vint un jeudi, 8 jours après qu'elle se soit tenue au portail de Caleb en faisant des menaces. Caleb fendait du bois derrière la grange quand il entendit les bruits de sabots. Cavalier seul, à l'heure régulière, pas pressé, mais déterminé. Il posa la hache et marcha vers l'avant. Le shérif Jack Tierney était assis sur son cheval à la ligne de clôture, son insigne attrapant le peu de soleil d'hiver qui perçait les nuages. C'était un homme large aux yeux fatigués et avec la réputation de faire la bonne chose, même quand la bonne chose était compliquée. Caleb, Jack, j'aimerais que ce soit social, mais ce n'est pas le cas. Non. Tierney descendit de cheval, attacha sa monture et s'appuya contre la clôture. J'ai reçu une plainte formelle d'Harriet Crane. Elle dit que tu retiens ses nièces contre leur volonté. Elle dit que tu as refusé l'accès et menacé sa personne. La partie menace est un mensonge. Le reste est assez proche de la vérité, selon comment tu le regardes. Comment tu le regardes? Je le regarde comme deux enfants qui ont marché 40 miles à travers une tempête mortelle parce que cette femme les a jetés dehors. Je le regarde comme le bébé qui mourait quand je les ai trouvés. Je le regarde comme j'ai des dossiers médicaux prouvant la négligence et l'avocat déposant la demande de tutelle. Tierney retira son chapeau et frotta son front. Je sais tout ça. J'ai entendu l'histoire d'Agnes Whitfield. Je l'ai entendu du docteur Foster. Je l'ai entendu de la moitié de la ville. En fait, les gens parlent. Alors tu sais que je n'ai pas volé ces enfants. Elles sont venues à moi. Je sais. Et entre toi et moi, je pense que Harriet Crane a la chaleur d'une tombe de janvier. Mais j'ai un travail, Caleb. Elle a déposé une plainte formelle. Je ne peux pas l'ignorer. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis qu'elle veut un contrôle de bien-être. Elle veut que je vérifie que les enfants sont ici et qu'elles sont correctement soignées, et elle veut l'accès. Non, ce n'est pas une demande. Alors faisons un ordre. Obtiens une ordonnance du tribunal disant que je dois les remettre et j'obéirai. Jusque-là, elle reste. Tierney l'étudia un long moment. Tu sais, je pourrais t'arrêter pour obstruction. Tu pourrais essayer. Je ne veux pas essayer. Je veux résoudre ça sans que personne ne finisse au fer. Tierney remit son chapeau. Voici ce que je peux faire. Je peux dire à Harriet que j'ai mené un contrôle de bien-être et trouvé les enfants en bonne santé et bien soignés. Ça te gagne du temps au quotidien, mais Caleb, elle va pétitionner le tribunal. Elle a un avocat de Cheyenne, un homme nommé Cornelius Webb. Cher, pointu, le genre qui gagne des affaires qui devraient être perdues. J'ai Henry Blackwood. Blackwood est bon, mais Webb est un serpent. Et les serpents gagnent plus qu'ils ne devraient. Tierney monta sur son cheval. Messe de l'ordre dans ta maison. Quand ça ira devant un juge, tout comptera. Comment ces filles ont l'air, comment elles parlent, comment tu as l'air debout à côté d'elles, tout. Combien de temps j'ai? Date d'audience fixée au 15 mars. 6 semaines. Caleb sentit le sol bouger sous lui. 6 semaines. 6 semaines pour construire un dossier qui garderait 2 enfants en sécurité. 6 semaines avant qu'Harriet Crane n'entre dans une salle d'audience et n'essaie de reprendre ce qu'elle avait jeté. Jack. Le shérif se tourna sur sa selle. Ces filles, si tu les avais vues cette nuit-là. Le bébé ne faisait plus de bruit. Les pieds d'Ellie étaient de la viande crue. Elle y mourait sur mon seuil. Je te crois, alors aide-moi. Tierney resta silencieux. Puis il dit, je m'assurerai que mon rapport au tribunal reflète ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Enfants en bonne santé, maison propre, soins adéquats. C'est le mieux que je puisse faire dans la loi. Merci, ne me remercie pas encore. Ça va devenir laid avant de s'améliorer. Il s'éloigna. Caleb resta à la clôture et le regarda partir, puis se tourna vers la maison. Ellie était à la fenêtre. Elle avait tout vu. Il entra. 6 semaines, dit Ellie avant qu'il ne puisse parler. Tu as entendu? J'en ai entendu assez. 15 mars, c'est quand nous allons devant le juge, et tante Harriet a un avocat cher. Nous avons Blackwood. Il est intelligent, assez intelligent. Nous verrons. Caleb s'assit en face d'elle. Ellie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de difficile. Quoi? J'ai besoin que tu écrives tout ce qui s'est passé chez ta tante. Tout ce dont tu te souviens. La cuisine, le nettoyage, la grange froide, la fièvre de Josie, la nuit où elle vous a mise dehors. Tout. Chaque détail. Le visage d'Ellie devint pâle, mais sa mâchoire se serra. Je peux faire ça.
Ça pourrait faire mal de se souvenir. Ça fait plus mal d'oublier parce qu'oublier signifie que ça n'avait pas d'importance. Et ça avait de l'importance. Caleb hocha la tête. Tu devras aussi le dire à voix haute au tribunal, devant un juge, devant des étrangers, devant elle. Je sais. Tu es sûr que tu peux faire ça? Ellie regarda Josie, qui était par terre en train de mâcher une cuillère en bois avec une détermination concentrée. J'ai marché 40 miles pour la garder en vie. Parler dans une pièce pleine de gens n'est pas plus difficile que ça. Les 6 semaines suivantes furent les plus longues de la vie de Caleb. Il se jeta dans la construction du dossier avec la même énergie implacable qu'il avait autrefois mise à construire le ranch. Il alla en ville 3 fois par semaine pour rencontrer Blackwood. Ils passèrent en revue chaque détail, anticipèrent chaque argument, se préparèrent à chaque angle que Webb pourrait prendre. Blackwood était minutieux. Il écrivit à la mission à Douglas et obtint la confirmation qu'aucun enfant n'avait jamais été attendu ou enregistré. Le directeur de la mission ajouta une note qualifiant la situation d'inadmissible. Il rassembla des témoins de moralité. Agnes Whitfield, Tom Garrett, le docteur Foster, le pasteur de l'Église méthodiste qui avait connu Ruth et se portait garant de la fibre morale de Caleb. « Nous avons besoin de plus », dit Blackwood lors de leur 4e réunion. « Les preuves médicales sont fortes, les témoins de moralité sont solides, mais la tante a des droits du sang et un avocat chic. Nous avons besoin de quelque chose qui montre au tribunal que ce n'est pas juste de la charité, que ces enfants ont un véritable avenir avec vous. Quel genre de quelque chose? Famille. Un juge voit un homme célibataire, il voit un risque. Il voit une famille. Il voit la stabilité. Je n'ai pas de famille, j'ai un fils qui ne me parle pas. Alors faites-le vous parler. Caleb écrivit à Daniel une 3e fois. Il ne supplia pas, ne plaida pas, écrivit juste la vérité. Daniel, la date d'audience est le 15 mars. Je me bats pour 2 enfants qui ont besoin d'un foyer. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de te tenir dans une salle d'audience et de montrer à un juge que cette maison peut être une famille à nouveau. Si tu as jamais aimé ta mère, fais ça pour ce en quoi elle croyait. Elle croyait qu'aider les gens était tout le but d'être en vie. Je crois toujours ça aussi. 2 semaines avant l'audience, une lettre arriva. Les mains de Caleb tremblaient en l'ouvrant. Je viens. Pas pour toi, pour elle et pour maman. Je serai là le 14 mars. Daniel. Caleb la lut 2 fois, la plia soigneusement et la mit dans la poche de sa chemise près de son cœur. Ellie le trouva sur le poche ce soir-là, fixant le vide. « Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? » demanda-t-elle. « Daniel vient. Votre fils? »« Ouais, celui qui vous blâme pour la mort de sa mère. C'est celui-là. » Ellie s'assit à côté de lui. Josie était à l'intérieur avec Agnes, qui avait pris l'habitude de passer les après-midi au ranch. « Avez-vous peur? » Terrifié. Du tribunal ou de le voir? Les deux. Et s'il est toujours en colère? Il le sera. La colère ne part pas en 6 semaines. Non, dit Ellie doucement. Elle ne part pas. Mais parfois, les gens en colère se montrent quand même, et se montrer reste ce qui compte. Daniel arriva la veille de l'audience. Il arriva du nord sur un cheval qui semblait aussi épuisé que son cavalier. 3 ans l'avaient changé, plus dur, plus mince. L'aspect juvénile brûlé par le travail à la mine et l'amertume et quels que soient les démons avec lesquels il luttait. Mais Caleb l'attendait au portail. Il se tenait de part et d'autre de la clôture, père et fils, avec 3 ans de silence et de blâme entre eux. « Tu es venu, dit Caleb. J'ai dit que je le ferais. Je sais, mais dire et faire ne sont pas toujours la même chose. Non, ce n'est pas le cas. » Daniel regarda au-delà de lui vers la maison. « Elles sont à l'intérieur? » Cuisine. Ellie cuisine. Elle cuisine toujours quand elle est nerveuse. Est-elle nerveuse? Elle a 11 ans et demain elle doit se tenir devant un juge et lui raconter les pires choses qui lui soient jamais arrivées. Ouais, elle est nerveuse. Daniel descendit de cheval et attacha sa monture. Ils marchèrent vers la maison en silence. Caleb ouvrit la porte et l'odeur les frappa tous les deux. Pain, café, quelque chose avec de la cannelle. L'odeur d'une maison qui était habitée, aimée. Ellie se tenait au poêle, Josie dans sa chaise haute, de la farine sur son tablier et de l'acier dans ses yeux. Elle regarda Daniel et il la regarda. Et pendant un moment, personne ne parla. « Tu dois être Daniel, » dit Ellie. « Et tu es Ellie, oui, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur. Je travaille pour vivre. » Le coin de sa bouche tressaillit.
Mon père me dit que tu fais un meilleur porridge que lui. Un poteau de clôture fait un meilleur porridge que lui. Daniel rit, court, surpris et réel. Caleb regarda le visage de son fils changer et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine qui avait été serrée pendant 3 ans. Ils dînèrent ensemble, maladroitement au début, guindés, mais Josie brisa la tension comme le font les bébés, en attrapant le nez de Daniel quand il se pencha trop près et refusant de lâcher prise. Le rire de Daniel remplit la cuisine et Ellie sourit, et Caleb s'assit en bout de table et pensa, « C'est ce que Ruth voulait. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Une table pleine, une maison chaude, des gens qui avaient besoin les uns des autres. » Après le dîner, Daniel aida à la vaisselle. Lui et Ellie se tenaient côte à côte à la bassine, et Caleb entendit son fils poser des questions sur la marche, sur la tempête, sur Harriet. Ellie répondit à chacune honnêtement, sans drame, sans apitoiement, juste des faits. Quand elle eut fini, Daniel resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Tu es plus dur que moi. J'en doute. Je suis parti parce que j'étais en colère. Tu es parti parce que tu devais. Il y a une différence. » Daniel sécha ses mains. « Je témoignerai demain. Tout ce dont tu as besoin que je dise. Dis juste la vérité. La vérité sur quoi? Sur ce que tu vois ici. Sur si cela ressemble à un foyer. » Daniel regarda autour de la cuisine, la farine sur le comptoir, le bébé dans la chaise haute, la photo de Ruth sur le manteau, souriant à tous. « Ouais, dit-il doucement. Ça y ressemble. » Cette nuit-là, Caleb ne put dormir. Il trouva Ellie sur le porche en chemise de nuit enveloppée dans une courte pointe, fixant les étoiles. « Tu ne peux pas dormir non plus? » demanda-t-il. Trop peur. Elle resserra la courte pointe. « Et si le juge prend son parti? Alors j'en fais appel? Et si l'appel échoue, alors j'en fais appel encore. Et si tout échoue, alors je penserai à autre chose. Je n'abandonne pas. » Promis? Promise. Ellie resta silencieuse un moment. « Caleb, je peux te dire quelque chose? » Toujours, j'avais l'habitude de prier chaque nuit chez tante Harriet. Je priais pour que Dieu envoie quelqu'un pour nous aider, quelqu'un qui s'en souciait. Et personne n'est venu. Nuit après nuit, personne n'est venu. Et j'ai commencé à penser, peut-être que Dieu n'écoutait pas. Peut-être que personne n'écoutait. Peut-être que Josie et moi ne comptions juste pas assez. Ellie. Mais ensuite, j'ai frappé à votre porte. Sa voix se brisa. Et vous êtes sorti dans un blizzard avec un fusil, et vous nous avez ramassés et vous nous avez amenés à l'intérieur. Et vous n'avez rien demandé, vous avez juste aidé. Elle essuya ses yeux. Alors peut-être que Dieu écoutait, peut-être que ça lui a juste pris un moment pour trouver la bonne porte. Caleb mit son bras autour d'elle et la tira près de lui. Cet enfant qui avait tout perdu et croyait encore. Cet enfant qui avait traversé le feu et était sorti de l'autre côté avec sa foi meurtrie, mais pas brisée. Peut-être bien, dit-il, peut-être bien. Le matin vint vif et froid. Ils s'habillèrent de leur mieux. Caleb dans le costume qu'il avait porté aux funérailles de Ruth. Ellie dans une robe bleue qu'Agnes avait cousue pour l'occasion. Josie dans une petite tenue que le docteur Foster avait apportée. Daniel dans une chemise propre avec ses cheveux peignés pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Le trajet vers la ville fut silencieux. Ellie était assise entre Caleb et Daniel sur le banc du chariot, Josie sur ses genoux, son visage pâle mais déterminé. Elle avait tressé ses cheveux avec une précision douloureuse. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enfant essayant d'être courageuse dans un monde qui lui avait donné toutes les raisons de ne pas l'être. Le tribunal était bondé. La nouvelle s'était répandue. Les petites villes se nourrissaient de spectacles et un rancher veuve combattant une parente par le sang pour 2 orphelines était le genre d'histoire qui faisait sortir les gens dans le froid. Caleb vit des visages dans la foule. Agnes, féroce et droite. Tom Garrett hochant la tête une fois. Le docteur Foster avec sa trousse médicale comme une arme. Le pasteur et sa femme. Mary Henderson près du fond. Son visage un masque de culpabilité. Et là, sur le côté gauche de la salle d'audience, Harriet Crane. Robe noire, bonnet sévère, son visage composé en dignité blessée. À côté d'elle, Cornelius Webb, un homme mince aux traits pointus et au costume cher. Et derrière eux, George Payton, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Blackwood les rencontra à la porte. Morrison préside.
Il est juste mais traditionnel, valorise les liens du sang. Nous devons être parfaits aujourd'hui. Nous le serons, dit Ellie. Blackwood la regarda de haut et quelque chose traversa son visage. Du respect peut-être. Oui, dit-il, je crois que vous le serez. Ils prirent une place, le juge entra, un homme âgé aux cheveux gris fer et à l'expression de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires tristes que le territoire avait à offrir et s'attendait à en entendre une autre. Webb passa en premier, fluide, poli. Il peignit Harriet comme une femme en deuil qui avait fait un choix désespéré par pauvreté et cherchait maintenant à réunir sa famille. Il l'appela à la barre et elle performa magnifiquement. Des larmes au bon moment, une voix tremblante quand elle décrivait son amour pour ses nièces, un récit soigneux et répété de comment elle avait fourni des provisions et des directions et n'avait jamais voulu que les enfants subissent du mal. Le contre-interrogatoire de Blackwood fut chirurgical. Madame Crane, vous avez témoigné avoir donné des provisions aux enfants. Qu'avez-vous fourni exactement? Pain, eau, direction? Combien de pain? Un demi-pain et de l'eau, un bocal d'eau pour 2 enfants voyageant 60 miles en décembre. Blackwood laissa les mots pendre. Avez-vous fourni des chaussures? Elle avait des chaussures. Votre nièce est arrivée au ranch de Monsieur Weston pieds nus. Madame Crane, avec des engelures aux 2 pieds. Elle a dû les perdre sur la route. Avez-vous fourni un manteau? Je lui ai donné un châle en coton dans un blizzard du Montana. J'ai donné ce que j'avais. Vous avez donné ce qui était pratique. Blackwood sortit un papier de son dossier. J'ai ici une lettre de la mission de Douglas. Ils n'ont aucune trace d'attendre ces enfants. Pas de préavis, pas d'arrangement. Avez-vous contacté la mission avant d'envoyer une enfant de 10 ans dans un voyage de 60 miles? J'ai supposé qu'ils prenaient toute personne dans le besoin. Vous avez supposé, mais vous n'avez pas vérifié. Blackwood fit une pause. Madame Crane, n'est-il pas vrai que vous avez demandé aux enfants de partir parce que votre fiancé, M. Peyton, a exprimé une réticence à épouser une femme avec des personnes à charge? Le calme d'Harriet se fissura. Ce n'est pas « George aime les enfants ». M. Peyton vous a dit, et je cite la déclaration écrite de votre nièce, qu'il n'épouserait pas une femme encombrée des orphelins de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, vous avez mis ces enfants dehors. Est-ce exact? Elle ment. Cet enfant a toujours été une menteuse. L'est-elle? Parce que M. Peyton est assis juste là et il est devenu très pâle, ce qui suggère que votre nièce ne ment pas du tout. Toutes les têtes dans la salle d'audience se tournèrent vers Peyton, qui ressemblait à un homme regardant sa réputation s'effondrer en temps réel. Madame Crane, dit Blackwood doucement, vous n'avez pas renvoyé ces enfants parce que vous ne pouviez pas vous les permettre. Vous les avez renvoyés parce qu'elles étaient gênantes, parce qu'un homme que vous vouliez épouser les voyait comme des bagages, et vous l'avez choisi plutôt que 2 enfants que votre sœur mourante a confiés à vos soins. Objection. Webb était debout. L'avocat témoigne. Retenu. Monsieur Blackwood, tenez-vous-en aux questions. Pas d'autres questions, votre honneur. Harriet retourna à sa place, le visage rigide et les mains tremblantes. Webb lui chuchota quelque chose et elle le repoussa. Blackwood appela ses témoins. Le docteur Foster témoigna des preuves médicales. Méthodiques, dévastatrices, indiscutables. Tom Garrett parla du caractère de Caleb et de la transformation du ranch. Agnes Whitfield dit au tribunal qu'elle connaissait Caleb Weston depuis 15 ans et Ruth Weston depuis 12, et que ses enfants étaient aimés et soignés, et que quiconque ne pouvait pas voir ça était un idiot. Daniel prit la barre. Il était nerveux, ses mains agrippant les accoudoirs, mais sa voix était stable. « J'ai quitté ce ranch il y a 3 ans parce que je blâmais mon père pour la mort de ma mère, dit-il. J'avais tort de le blâmer, mais j'étais en deuil, et le deuil vous rend méchant. Je suis revenu parce qu'il me l'a demandé, parce qu'il m'a parlé de 2 enfants qui avaient besoin d'un foyer. Et quand je suis entré dans cette cuisine et que j'ai vu ce qu'ils avaient construit ensemble, j'ai su que ma mère aurait été fière. Elle aurait ouvert cette porte plus vite que n'importe lequel d'entre nous. Elle se serait battue plus fort. Mais mon père le fait. Il fait exactement ce qu'elle aurait fait. Et ça compte. Puis Blackwood appela Ellie. Elle marcha jusqu'à la barre sur des jambes qui tremblaient, mais tenaient. Elle prêta sa main. Elle s'assit sur la chaise qui était trop grande pour elle et croisa les mains sur ses genoux et regarda le juge. « Mademoiselle Morgan, dit Blackwood doucement,
Pouvez-vous dire au tribunal ce qui s'est passé chez votre tante? Ellie leur raconta tout. La cuisine, le nettoyage, la grange froide où elle s'asseyait avec le bébé malade pendant qu'Harriet divertissait son prétendant. Les gifles quand le dîner était en retard. Le jour où Harriet lui tendit un morceau de pain et lui dit de marcher. Les 3 portes qui restèrent fermées. La neige qui enterra la route jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer le nord du sud. Josie devenant silencieuse. Elle le raconta platement, sans drame, sans larmes, juste des faits. Et d'une certaine manière, l'absence d'émotion était plus dévastatrice que n'importe quel effondrement aurait pu l'être. C'était une enfant qui avait traversé tellement de choses que le raconter ne faisait plus mal. Elle était passée au-delà de la douleur, dans l'endroit engourdi au-delà. « Et quand vous êtes arrivé au ranch de M. Weston? » demanda Blackwood. « Je ne suis pas arrivé, dit Ellie. Je me suis effondré. Il m'a trouvé dans la neige face contre terre. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je me souviens de sa voix. Il a dit « Elle est vivante » à propos de Josie. Et c'est là que j'ai su que ça allait aller parce que quelqu'un se souciait enfin de savoir si elle vivait ou mourait. Êtes-vous heureuse au ranch Weston? C'est le premier endroit qui ait jamais ressemblé à un foyer. Aimeriez-vous y rester? Plus que tout au monde. Pourquoi? Ellie regarda Caleb puis le juge, parce qu'il est sorti dans un blizzard quand il n'était pas obligé, parce qu'il m'a ramassé quand je ne pouvais pas tenir debout, parce qu'il a nourri ma sœur quand elle mourait, et il n'a rien demandé en retour. Sa voix était claire et portait dans chaque coin de cette pièce silencieuse. Parce que quand je lui ai dit que nous ne serions pas d'un problème, il a dit « Arrête de dire ça », parce qu'il m'a acheté des bottes et ne m'a pas dit ce qu'elles coûtaient. Parce qu'il s'assoit avec moi quand j'ai peur et ne me dit pas d'arrêter d'avoir peur. Il reste juste jusqu'à ce que la peur s'en aille. Elle fit une pause. La salle d'audience était silencieuse. Ma tante dit que le sang est la famille. Et peut-être que c'est le cas. Mais le sang n'est pas sorti dans la tempête. Le sang n'a pas réchauffé ma sœur à la vie. Le sang ne s'est pas battu pour nous au tribunal ou n'a pas écrit de lettres aux avocats ou ne m'a pas appris à lire le ciel pour le temps. La voix d'Ellie se stabilisa en quelque chose d'inébranlable. Caleb Weston a fait tout ça. Pas parce que la loi le lui a dit. Pas parce que le sang l'a obligé. Parce qu'il a choisi de le faire. Et je le choisis en retour. Le contre-interrogatoire de Webb fut bref. Il essaya de suggérer qu'Ellie avait été coachée. Elle le fit taire avec la précision calme de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie. Personne ne m'a dit quoi dire, dit-elle. Personne n'avait à le faire. La vérité n'est pas si compliquée. Le juge Morrison appela au plaidoirie final. Blackwood fut bref et dévastateur. Webb était fluide, mais son dossier s'était effondré et tout le monde dans la salle d'audience le savait. Le juge resta silencieux pendant un long moment. Puis il retira ses lunettes et parla. J'ai entendu beaucoup de témoignages aujourd'hui, dont beaucoup étaient douloureux à entendre. La loi favorise les liens du sang et ce principe existe pour une bonne raison. Mais la loi existe aussi pour protéger les enfants. Et quand ces deux principes entrent en collision, le bien-être des enfants doit prévaloir. Il regarda Harriet. Madame Crane, vous avez failli à ces enfants d'une manière que ce tribunal trouve profondément troublante. Il regarda Caleb. Monsieur Weston, vous avez démontré un soin et un engagement qui vont au-delà de ce que le devoir exige. Puis il regarda Ellie. Et vous, jeune fille, avez montré plus de courage et d'honnêteté dans cette salle d'audience que la plupart des adultes ne gèrent dans une vie. Il remit ses lunettes. Le tribunal accorde la tutelle temporaire d'Ellie Morgan et de Josie Morgan à Caleb Weston pour une période de 6 mois. Madame Crane sera autorisée à des visites mensuelles supervisées. À l'issue de cette période, le tribunal se réunira à nouveau pour déterminer le placement permanent, moment auquel la préférence exprimée de l'enfant la plus âgée recevra un poids significatif. Le marteau tomba. Ellie se tourna vers Caleb et son visage s'ouvrit, pas en pleurant, quelque chose de plus grand que pleurer, quelque chose qui ressemblait à une personne posant un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que ça faisait de se tenir droite. 6 mois, chuchota-t-elle. 6 mois et ensuite c'est votre choix, mon choix, le vôtre. Elle jeta ses bras autour de lui et s'accrocha. Et Caleb s'accrocha en retour, et Josie attrapa des poignées de leurs 2 cols et se tira au milieu de tout ça. Daniel se tenait derrière eux, sa main sur l'épaule de Caleb,
et la salle d'audience bourdonnait de l'approbation silencieuse des gens qui venaient de regarder quelque chose de brisé commencer à se réparer. Harriet sortit sans un mot, Peyton traînant derrière elle comme une ombre qui souhaitait appartenir à quelqu'un d'autre. Sur les marches du tribunal, Agnes serra Ellie si fort que les pieds de la fille quittèrent le sol. Le docteur Foster serra la main de Caleb avec ses deux mains. Tom Garrett dit qu'il était temps que quelque chose aille bien dans ce territoire. Et Daniel, se tenant à l'écart avec ses mains dans ses poches, croisa le regard de Caleb et hocha la tête. Juste une fois, mais c'était assez. Le trajet du retour fut différent du trajet aller. Plus léger. Le silence entre eux n'était plus lourd. C'était le silence de gens qui avaient traversé une bataille ensemble et étaient sortis de l'autre côté. Quand ils atteignirent le ranch, Ellie descendit du chariot et se tint dans la cour, regardant la maison comme si elle la voyait pour la première fois. 6 mois, dit-elle. Ensuite, c'est permanent. Tu le penses vraiment? Je le sais. Alors, elle hocha la tête, puis elle prit Josie des bras de Caleb et marcha vers la porte d'entrée. Elle s'arrêta sur le porche et se retourna. Caleb? Ouais, je vais faire le dîner ce soir. Un vrai pour célébrer. J'aimerais ça. Et Caleb? Ouais, merci d'avoir ouvert la porte. Elle entra. Caleb resta dans la cour avec son fils à côté de lui et le soleil d'hiver perçant les nuages pour la première fois depuis des semaines. Toi bien fait, Pippa, dit Daniel doucement. Caleb se tourna pour le regarder. Son fils ne l'avait pas appelé Pippa depuis 3 ans. Nous avons tous bien fait, dit-il. Ils entrèrent ensemble. La maison sentait le pain et le café et quelque chose d'autre que Caleb ne pouvait pas nommer, mais reconnaissait. Elle sentait l'avenir, fragile et incertain, et valant absolument la peine de se battre. La première visite supervisée eut lieu un mercredi fin mars. La superviseure nommée par le tribunal était une femme nommée Madame Helen Pratt, petite et aux yeux perçants, qui portait un presse-papier comme un bouclier et parlait avec l'efficacité coupante de quelqu'un qui avait vu trop de luttes de garde laide pour s'attendre à quelque chose de bon. Harriet arriva dans une robe grise avec un col en dentelle, ses cheveux adoucis, son expression arrangée en quelque chose qui était censé ressembler à de la chaleur. George Peyton n'était nulle part en vue. « Bonjour, Ellie, dit Harriet en montant sur le porche. Sa voix était du miel sur du verre brisé. Tu as l'air bien. Et la petite Josie, mon Dieu, comme elle a grandi. Ellie se tenait dans l'embrasure, Josie sur sa hanche, et ne dit rien. Puis-je entrer? Demanda Harriet, jetant un coup d'œil à Madame Pratt. C'est à Ellie de décider, dit Caleb de derrière la porte moustiquaire. Ellie s'écarta sans un mot. Harriet entra dans la maison et ses yeux bougèrent sur tout. Les sols propres, le poêle chaud, la photo de Ruth sur le manteau. Elle catalogua tout avec la précision rapide d'une femme cherchant des munitions. Ils s'assirent dans sa salle de devant. Harriet dans le fauteuil, Ellie sur le canapé avec Josie, Caleb près de l'embrasure, Madame Pratt dans le coin avec son presse-papier. « Parle-moi de l'école, » commença Harriet. « Y vas-tu? »« Oui, madame, j'ai commencé en janvier. Et comment trouves-tu ça? »« J'aime ça. Mon professeur dit que je suis en avance en lecture et écriture, en retard en arithmétique, mais je rattrape. C'est bien, Harriet lissa sa jupe. J'ai toujours pensé que l'éducation était importante. J'ai essayé de t'enseigner à la maison, mais tu étais si résistante. Tu ne m'as jamais rien appris. Maman m'a appris à lire avant de mourir. Le sourire d'Harriet se crispa. Eh bien, peu importe, je suis contente que tu apprennes. Elle se pencha en avant. Ellie, je veux que tu saches que j'ai changé. George et moi avons parlé longuement de ce qui s'est passé. Nous sommes tous les deux d'accord que des erreurs ont été commises. Des erreurs? La voix d'Ellie était plate. Tu appelles nous mettre dehors dans un blizzard une erreur? Une terrible erreur. Une que je regrette profondément. Regrettes-tu la partie où Josie a failli mourir ou la partie où tu t'es fait prendre? Le stylo de Madame Pratt bougea sur son presse-papier. Le calme d'Harriet vacilla. « Je mérite ça, » dit Harriet prudemment. « Je sais que j'ai perdu ta confiance, mais je demande une chance de la regagner. » Pourquoi? Parce que tu es ma famille. Nous n'étions pas une famille quand tu nous as envoyés marcher. Nous n'étions pas une famille quand tu as choisi M. Peyton plutôt qu'un bébé malade. Nous n'étions pas une famille quand tu m'as dit que je serais arrêté si je revenais. La voix d'Ellie ne monta pas. Elle resta égale et stable, et c'était pire que de crier. Tu ne peux pas utiliser ce mot quand c'est pratique et le jeter quand ça ne l'est pas.
Les mains d'Harriet se recroquevillèrent sur ses genoux. Pendant un moment, quelque chose de réel bougea derrière ses yeux. Quelque chose qui aurait pu être de la honte. J'avais peur, dit-elle doucement. J'étais seule et pauvre, et j'avais peur d'être seule pour toujours. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais c'est la vérité. Ellie fixa sa tante pendant un long moment. Josie se tortillait et tendait la main vers un bloc en bois sur le sol. Ellie la posa, la regarda ramper vers lui. « Je crois que tu avais peur, dit Ellie finalement. Mais j'avais peur aussi. Chaque jour dans ta maison, j'avais peur. Peur de dire la mauvaise chose. Peur que Josie pleure trop fort. Peur de la gifle qui venait quand le dîner était en retard. J'avais 9 ans et j'avais peur tout le temps. Et tu étais celle qui me faisait peur. » La pièce devint silencieuse. Madame Pratt écrivit. Harriet fixa ses mains. « Je ne te déteste pas, tante Harriet, » dit Ellie. « Avant, oui. Sur cette marche, je t'ai détesté plus que je n'ai jamais détesté personne. Mais la haine prend de l'énergie et j'avais besoin de toute mon énergie pour Josie. Alors j'ai arrêté de te détester et j'ai commencé à avoir pitié de toi à la place. Pitié de moi, parce que tu nous as perdus et nous sommes plutôt géniales. » Ellie prit Josie et le bébé rit, attrapant une poignée des cheveux de sa sœur. Josie dit « Maman maintenant ». Elle applaudit quand les poules arrivent en courant. Elle a fait 4 pas la semaine dernière avant de tomber. Tu as manqué tout ça et tu continueras à le manquer. C'est ta perte, pas la nôtre. Les yeux d'Harriet brillèrent. De vraies larmes cette fois, pas la performance qu'elle avait donnée au tribunal. Tu parles comme ta mère, chuchota-t-elle. Bien. Maman valait la peine qu'on parle comme elle. La visite se termina 20 minutes plus tard. Harriet partit sans demander à serrer les filles dans ses bras. Au portail, elle s'arrêta et regarda la maison. Quelque chose dans sa posture s'affaissa, comme une corde qui avait été tirée trop fort pendant trop longtemps, devenant finalement lâche. Madame Pratt finit ses noces et prit qu'elle part. Cette enfant n'a pas besoin d'un superviseur, elle a besoin d'un podium. Elle coinça le presse-papier sous son bras. Mon rapport reflètera ce que j'ai observé. Une mineure composée et articulée exprimant des griefs légitimes. Une tante qui a montré des moments d'émotion authentiques, mais manque de conscience de soi pour accepter la responsabilité. Qu'est-ce que ça signifie pour l'audience finale? Ça signifie que vous êtes en position de force. Mais, Monsieur Weston, elle le regarda directement. Ne devenez pas confortable. Cite-moi, c'est long. Les gens changent de stratégie. Elle avait raison. Harriet changea la sienne. La deuxième visite, elle apporta des cadeaux. Une poupée pour Josie, un ruban pour les cheveux d'Ellie. Elle était plus douce, plus prudente, posant des questions au lieu de faire des discours. Elle complimenta la maison, loua la cuisine d'Ellie, admira à quel point Josie avait l'air en bonne santé. Ellie accepta les cadeaux poliment et les posa sur une étagère. Après le départ d'Harriet, elle ne les toucha plus. La troisième visite, Harriet essaya un angle différent. Elle vint seule. Pas de Peyton, pas de faux-semblants. Elle s'assit en face d'Ellie et dit « J'ai rompu mes fiançailles avec George. » Ellie leva les yeux. « Pourquoi? Parce que tu avais raison. Je l'ai choisi plutôt que vous et c'était mal. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux te montrer que j'ai changé. » « Changé comment? » « J'ai pris un pensionnaire. Une veuve avec un jeune fils. J'aide à prendre soin de lui. Je prouve que je peux être responsable. Prouver à qui? À nous ou au juge? » Harriet tressaillit. Les deux. Au moins tu es honnête à ce sujet. La quatrième visite, Harriet apporta le fils de la veuve, un garçon d'environ 6 ans nommé Teddy, qui se cachait derrière les jupes d'Harriet et regardait Josie avec de grands yeux. Ellie le laissa tenir une poule. Le garçon gloussa et Harriet regarda avec une expression que Caleb ne pouvait pas tout à fait lire. Après cette visite, Ellie fut silencieuse pendant un long moment. Elle s'assit sur le porche avec Josie et ne parla pas jusqu'à ce que le soleil soit presque couché. « Elle essaie, » dit Ellie finalement. « Ouais, elle essaie. Est-ce que ça change quelque chose? » « Est-ce que ça change quelque chose pour toi? » Ellie y réfléchit. Vraiment réfléchit de la façon dont elle le faisait toujours avec le sérieux de quelqu'un qui avait appris trop jeune que les mots avaient des conséquences. « Non, dit-elle. Essayer maintenant ne défait pas ce qui s'est passé. Ça veut juste dire qu'elle fait enfin ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. C'est juste. Est-ce que suffisant pour le juge? Je ne sais pas. Mais c'est ta voix qui compte dans cette salle d'audience, Ellie. Le juge l'a dit. Ma voix.
Elle le dit comme si elle la pesait, testant si elle était assez forte pour porter le poids placé sur elle. Caleb, et si ma voix dit une chose et la loi en dit une autre, alors on combattra la loi. On ne peut pas combattre la loi. Regarde-moi faire. Elle faillit sourire. Le printemps vint lentement au Montana cette année-là, s'infiltrant autour des bords de l'hiver comme s'il n'était pas sûr de son accueil. La neige fondit par endroits, révélant de l'herbe brune et de la boue, et les premières pousses têtues de verre. Le ranch secoua son silence hivernal. Caleb acheta du nouveau bétail. Tom Garrett fut embauché à temps plein. Agnes amenait sa chèvre 2 fois par semaine et Josie titubait après elle, hurlant de plaisir. Ellie s'inscrivit au trimestre de printemps à l'école. Mademoiselle Catherine Greer, l'institutrice, envoya une note à la maison après la première semaine. Ellie est exceptionnelle. Esprit vif, cœur gentil, leader naturel parmi les plus jeunes élèves. Elle a arrêté une bagarre entre 2 garçons 2 fois plus grands qu'elle en leur disant qu'ils s'embarrassaient eux-mêmes. Ils se sont excusés. Caleb montra la note à Ellie. Elle l'a lue 3 fois. Elle a dit que je suis exceptionnelle, chuchota Ellie. Tu l'es. Personne n'a jamais dit ça de moi avant. Alors personne ne faisait attention. Daniel resta tout le mois de mars et jusqu'en avril. Il travailla au ranch aux côtés de Caleb et les silences entre eux passèrent d'hostiles à confortables. Ils ne parlaient pas de Ruth, pas directement. Mais parfois le soir, Daniel prenait la photo de sa mère et la tenait 1 minute avant de la reposer. Et Caleb voyait la mâchoire de son fils travailler et savait que le chagrin était toujours là, mais il n'était plus en colère. C'était juste triste. Et triste était quelque chose avec quoi on pouvait vivre. Une nuit, Daniel et Ellie s'assirent sur le porche ensemble pendant que Caleb mettait Josie au lit. Quand il redescendit, il les entendit parler. « Ton père est un homme bon, disait Daniel. Je sais, il ne l'a pas toujours été. Ou peut-être qu'il l'était, mais il a oublié pendant un moment. Après la mort de maman, il a juste arrêté. Arrêté de se soucier, arrêté d'essayer, arrêté tout. Je pensais qu'il allait boire jusqu'à en mourir. Qu'est-ce qui a changé? Toi. » La voix de Daniel était calme. Toi et Josie. Vous lui avez donné quelque chose dont se soucier à nouveau, quelque chose pour quoi se battre. Il nous a donné la même chose. Ouais, je suppose que c'est comme ça que ça marche. Les gens se sauvent les uns les autres. Ta maman serait fière de lui, de vous deux. Tu penses? Je le sais, parce qu'il parle d'elle comme si elle avait accroché la lune. Et un homme qui aime aussi fort ne s'arrête pas. Il a juste besoin de quelqu'un pour lui rappeler que ça en vaut la peine. Daniel resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Tu es trop intelligente pour 11 ans. J'aurai 12 ans en juin. Toujours trop intelligente. Je travaillerai à être plus bête. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Caleb resta dans le couloir et pressa son dos contre le mur et laissa le son de son fils riant avec sa fille le submerger. Parce que c'est ce qu'elle était. Sa fille. Pas par le sang, pas encore par la loi, mais de toutes les manières qui comptaient. De toutes les manières que Ruth aurait reconnues et bénies. L'audience finale fut fixée au 15 septembre. Salle d'audience du juge Morrison. Même pièce, même banc, même rayon de lumière poussiéreux à travers les hautes fenêtres. Mais tout le reste était différent. Caleb portait un nouveau costume. Ellie portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, coton vert avec une bordure blanche, parce que le vert était de la couleur préférée de sa maman. Josie portait une petite tenue qu'elle avait déjà tachée avec le petit déjeuner. Daniel était assis derrière eux, rasé de près pour la première fois depuis des mois. Harriet était là, même siège, mais elle avait de l'air différente aussi, plus petite d'une certaine manière. Les bords tranchants adoucis par 6 mois d'essais et d'échecs et d'essais encore. Webb était assis à côté d'elle, mais même lui semblait savoir que le résultat était déjà écrit. Blackwood était calme. Il avait passé 6 mois à construire un dossier en béton. Les rapports de Mme Pratt étaient dévastateurs dans leur objectivité tranquille. Les dossiers médicaux mis à jour du Dr. Foster montraient 2 enfants en bonne santé et épanouis. Mademoiselle Greer avait écrit une lettre sur les progrès académiques d'Ellie qui fit pleurer l'institutrice en l'écrivant. Agnes et Tom et le pasteur et la moitié de la ville avaient soumis des déclarations de moralité. L'audience fut plus courte que la première. Les 2 parties présentèrent leur dossier. Harriet témoigna à nouveau, et cette fois, elle ne joua pas la comédie. Elle parla simplement de ce qu'elle avait fait et pourquoi.
et comment elle avait essayé de changer. C'était le plus honnête qu'elle ait été dans l'une ou l'autre des comparutions au tribunal. Ellie regarda sa tante avec une expression qui n'était ni en colère ni indulgente, juste claire. Quand ce fut le tour d'Ellie, le juge lui posa la question vers laquelle tout avait tendu. Mademoiselle Morgan, vous avez 12 ans maintenant. Vous vivez avec Monsieur Weston depuis 9 mois. Vous avez eu des visites régulières avec votre tante. Vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, je vous le demande directement, et je veux que vous répondiez honnêtement. Où voulez-vous vivre? Ellie se leva. Elle ne regarda pas Harriet. Elle ne regarda pas Caleb. Elle regarda le juge. Avec Caleb Weston, votre honneur, pouvez-vous me dire pourquoi? Parce qu'il est sorti dans un blizzard quand il n'était pas obligé. Parce qu'il m'a ramassé quand je ne pouvais pas tenir debout. Parce qu'il a nourri ma sœur quand elle mourait et il n'a rien demandé en retour. Sa voix était claire et portait dans chaque coin de cette pièce silencieuse. Parce que quand je lui ai dit que nous ne serions pas un problème, il a dit « Arrête de dire ça » parce qu'il m'a acheté des bottes et ne m'a pas dit ce qu'elles coûtaient. Parce qu'il s'assoit avec moi quand j'ai peur et ne me dit pas d'arrêter d'avoir peur. Il reste juste jusqu'à ce que la peur s'en aille. Elle fit une pause. La salle d'audience était silencieuse. Ma tante dit que le sang est la famille. Et peut-être que c'est le cas, mais le sang n'est pas sorti dans la tempête. Le sang n'a pas réchauffé ma sœur à la vie. Le sang ne s'est pas battu pour nous au tribunal ou n'a pas écrit de lettres aux avocats ou ne m'a pas appris à lire le ciel pour le temps. La voix d'Ellie se stabilisa en quelque chose d'inébranlable. Caleb Weston a fait tout ça. Pas parce que la loi le lui a dit, pas parce que le sang l'a obligé, parce qu'il a choisi de le faire. Et je le choisis en retour. Personne ne bougea, personne ne respira. Le juge Morrison retira ses lunettes. Il les polit lentement, les remit, et regarda la salle d'audience avec une expression qui était passée de la neutralité judiciaire à quelque chose d'indubitablement humain. En 23 ans sur ce banc, dit-il, j'ai rarement entendu un témoignage qui parlait si clairement à la question devant moi. Il croisa les mains. Le tribunal conclut que les meilleurs intérêts d'Ellie Morgan et de Josie Morgan sont sans ambiguïté servis par un placement permanent avec Caleb Weston. La tutelle légale complète et par la présente accordée avec tous les droits et responsabilités afférents. La revendication de garde de Mme Crane est terminée. Si M. Weston souhaite poursuivre une adoption formelle, ce tribunal considérera favorablement une telle pétition. Le marteau tomba. Ellie se tourna vers Caleb et son visage fit quelque chose dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Il s'ouvrit. Pas avec du chagrin, pas avec du soulagement, mais avec le genre de joie qui ne vient qu'aux gens qui ont traversé le pire et y ont survécu et ont enfin entendu dire qu'ils avaient le droit de rester. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras. Il l'attrapa et la tint, et Josie couina depuis les genoux de Daniel. Et la salle d'audience éclata dans le grondement sourd des gens qui venaient de regarder quelque chose de juste se produire dans un monde qui se trompait trop souvent. « On a gagné », dit Ellie contre sa poitrine. « On a vraiment gagné. Ouais, gamine. On a vraiment gagné. Je ne vais nulle part. Non, tu ne vas nulle part. Plus jamais. » Daniel amena Josie, et les quatre se tinrent dans un nœud de bras et de larmes et de rire pendant que la salle d'audience se vidait autour d'eux. Agnes pleurait. Tom Garrett se mouchait. Le docteur Foster serrait la main de Blackwood avec ses deux mains. Harriet était assise seule de son côté de la salle d'audience. Elle ne bougea pas pendant un long moment. Puis elle se leva, lissa sa robe et marcha vers l'allée. Elle s'arrêta à côté d'Ellie. « Tu pensais ce que tu as dit ?» dit Harriet doucement. « Chaque mot. Chaque mot. » Harriet hocha la tête. Ses yeux étaient rouges mais secs. « Ta maman serait fière de toi, Ellie. Elle serait fière de la femme que tu deviens. Je sais qu'elle le serait. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas pour le juge, pas pour le tribunal, pour toi. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. » Ellie regarda sa tante pendant un long moment. Puis elle dit, « J'espère que M. Peyton vous rend heureuse. J'ai mis fin aux choses avec George il y a des mois. Je sais. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui ne vous demande pas de choisir. » Quelque chose se brisa dans le visage d'Harriet. Elle pressa ses lèvres fort ensemble, hocha la tête une fois et sortit de la salle d'audience sans regarder en arrière. Dehors, le soleil de septembre était chaud sur leur visage. La foule s'était rassemblée sur les marches du tribunal. Agnes serra Ellie jusqu'à ce que les filles couinent.
Mademoiselle Greer essuya des larmes. Mary Henderson se tenait au bord de la foule, et quand Caleb croisa son regard, elle articula « Je suis désolé ». Il hocha la tête. C'était assez. Ça devrait l'être. Daniel les rattrapa au chariot. Je retourne à Botte demain, je pensais, mais je serai de retour pour Noël et peut-être. Il s'arrêta, avala sa salive. Peut-être que je resterai tout l'hiver, aiderai au ranch, apprendrai à connaître mes sœurs. Il dit le mot comme s'il l'essayait, comme une botte qui n'allait pas encore tout à fait, mais qui pourrait avec le temps. On aimerait ça, dit Ellie. N'est-ce pas, Caleb? Plus que tout. Daniel tendit la main. Caleb la prit. Puis Daniel le tira dans une étreinte, rude et maladroite, et trop rapide mais réelle. La première fois qu'ils s'étaient embrassés en 3 ans. Maman serait fière, dit Daniel d'une voix rauque. De nous tous, dit Caleb. Le trajet du retour fut bruyant. Ellie parla sans arrêt du visage du juge, de la plaidoirie finale de Blackwood, du petit sourire de Madame Pratt quand le marteau est tombé, de ce qu'elle ferait pour le dîner et de ce qu'elle écrirait dans son journal et comment elle avait hâte de le dire aux poules. Les poules se fichent des décisions de justice, dit Caleb. Les poules se soucient de tout. Elles sont très intelligentes émotionnellement. Ce sont des oiseaux émotionnellement intelligents. Josie babillait avec, ajoutant son propre commentaire incompréhensible à chaque phrase. Daniel chevauchait à côté du chariot sur son cheval, et de temps en temps, Caleb le surprenait à sourire à quelque chose qu'Ellie disait. Quand ils atteignirent le ranch, le portail était ouvert. La maison attendait. De la fumée s'enroulait de la cheminée où Agnès avait gardé le feu allumé pendant qu'ils étaient partis. Ellie descendit du chariot et se tint dans la cour, Josie sur sa hanche, regardant la maison. « Qu'est-ce qu'il y a? » demanda Caleb. « Je veux juste me souvenir de ça exactement comme ça a l'air maintenant. La fumée et la lumière dans les fenêtres et le son des poules. Sa voix était douce, parce que c'est le moment où c'est devenu réel. C'est le moment où ça a cessé d'être temporaire. Ce n'était jamais temporaire, Ellie. Pas depuis la première nuit. » Elle le regarda et sourit. Pas le demi-sourire prudent et gardé qu'elle offrait depuis le jour de son arrivée. Un sourire plein, ouvert et confiant et lumineux. « Je sais, dit-elle, je pense que je l'ai toujours su. » Ils entrèrent. Agnès avait laissé le dîner chauffer sur le poêle. Une note sur la table disait « Félicitations. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter et mangez quelque chose. Les poules sont nourries. » Ellie rit et mit de la table pour 4. Puis elle s'arrêta, regarda les 4 places. « Trop grande, trop petit. C'est une table de famille, dit-elle. C'est le cas. » Caleb. « Ouais, est-ce que je peux t'appeler P? » Sa gorge se serra. Il dut détourner le regard une seconde par la fenêtre vers la terre que Ruth avait aimée, vers le ciel qu'elle avait regardé chaque soir depuis cet endroit précis. « Ouais, dit-il, je serais honoré. »« Papa, dit-elle aussitôt, le testant, puis encore plus fort. Powell sourit. Ça semble juste. Ça sonne juste aussi. Cette nuit-là, après le dîner et la vaisselle et une longue négociation avec Josie sur l'heure du coucher, Caleb s'assit sur le porche seul. Les étoiles étaient sorties. L'air avait la première morsure de l'automne. Quelque part, un coyote appela et un autre répondit. Il entendit la porte moustiquaire s'ouvrir. Ellie sortit en chemise de nuit et chaussettes en laine de Ruth et s'assit à côté de lui. « Tu ne peux pas dormir? » demanda-t-il. « Je ne veux pas. Je veux rester dans l'aujourd'hui un peu plus longtemps. » Ils s'assirent en silence. Un silence confortable. Le genre qui n'existe qu'entre des gens qui n'ont pas besoin de mots pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. P, ouais, merci d'avoir ouvert la porte. Tu m'as déjà remercié environ 100 fois. Je le dirai probablement 1000 fois de plus. Je peux vivre avec ça. Ellie s'appuya contre son épaule. Il mit son bras autour d'elle. Josie dormait à l'étage dans la pièce qui avait été la salle de couture de Ruth et était maintenant enfin complètement une chambre d'enfant. Daniel était dans sa vieille chambre, celle qu'il avait quittée il y a 3 ans en colère et retrouvée en grâce. P, ouais, je vais écrire notre histoire. Tout. La marche et la tempête et les portes qui se sont fermées et celle qui s'est ouverte, pour que Josie sache quand elle sera plus grande, pour qu'elle sache comment nous sommes arrivés ici. C'est une bonne idée. Et peut-être qu'un jour d'autres enfants la liront. Des enfants comme moi qui pensent que personne ne vient. Alors ils sauront de continuer à frapper. Parce qu'éventuellement une s'ouvre. Parce qu'éventuellement une s'ouvre. Les étoiles tournaient au-dessus. Les coyotes se turent. La maison se tenait chaude et solide derrière eux, pleine d'enfants endormis et de l'odeur du pain et du fantôme d'une femme qui aurait aimé chaque minute de ça.
Caleb regarda la photo de Ruth à travers la fenêtre. Le verre attrapa la lumière des étoiles, et pendant juste une seconde, il aurait pu jurer qu'elle le regardait en retour, souriant, lui disant ce qu'elle lui avait toujours dit, que la mesure d'un homme n'était pas ce qu'il faisait quand les choses étaient faciles, mais ce qu'il faisait quand elles étaient difficiles. Il avait fait la chose difficile. Il avait ouvert la porte. Des mois plus tard, par un matin lumineux avec la première neige du nouvel hiver, Caleb déposa les papiers d'adoption. Le juge Morrison les signa sans cérémonie. Ellie Morgan devint Ellie Weston. Josie Morgan devint Josie Weston. Et dans le registre du tribunal, à l'encre noire sur papier crème, une famille fut rendue officielle. Une famille qui avait été réelle depuis la nuit où un homme entendit gratter à son portail et choisit de marcher dans la tempête. Ellie accrocha un panneau au-dessus de son lit qu'elle avait peint elle-même. 4 mots dans lettrage soigné. Ceci est ma maison. Et au-dessus de la porte d'entrée, où chaque visiteur pouvait le voir, Caleb accrocha le sien. Cette porte est toujours ouverte. Parce qu'elle l'était et elle le serait toujours. Pour les égarés et les étrangers et les enfants n'ayant nulle part où aller. Pour quiconque assez courageux pour frapper. Pour quiconque assez désespéré pour essayer une fois de plus. La porte était ouverte, le feu était allumé, et la famille à l'intérieur avait été construite non par le sang, mais par un choix fait dans un blizzard. Par un homme qui avait oublié comment vivre jusqu'à ce qu'une fille pieds nus lui rappelle pourquoi. C'était la seule fin qui valait la peine d'être vécue. Pas parfaite, pas facile, juste réelle. Et le réel était